Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 185 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 5. Bon, alors, comment allez-vous de par ces temps qui se rafraîchissent, de par les températures qui baissent, mais la saison NBA qui avance. Moi, je dois dire, petit moment confession, pardon, mais c'est un de mes moments préférés de l'année. L'automne, les feuilles tombent, bientôt Noël, et surtout, j'associe ça beaucoup à l'NBA. Voilà pour le petit moment de poésie. Très personnel. Bref, j'adore cette période. La période de la reprise de la NBA, la période de bientôt Noël, c'est très cool. Bref, donc, l'hebdo, pardon, je me perds déjà. L'hebdomadaire du Basket Lab, notre hebdo tactique et actu, les news de la semaine, les affiches de la semaine passée, qu'on décrypte un peu tactiquement, le focus, les questions auditeurs, et puis le quiz. Vous connaissez le programme, et donc, aujourd'hui, vous le connaissez également, il fait partie de la rotation de 3 membres qui tournent chaque semaine, et donc cette semaine, l'hebdo avec FD, François-Damien Philippe de QI Basket. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 5. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre hebdo, comme vous le savez, semaine numéro 5, déjà la 5e semaine de notre hebdo hebdomadaire actique et tactu, l'hebdo tactu, hein, comme on peut dire. Et on reçoit FD. Comment vas-tu, FD ? Ça va super. Ça va super. On n'a toujours pas de nom pour cette émission, il faudrait peut-être trouver quelque chose. mais non, la saison, j'ai l'impression qu'on arrive là, la saison est lancée. On a nos premiers dramas avec des arbitres, Scott Foster, Chris Paul, la saison est vraiment lancée. Ouais. Et puis les matchs, j'ai l'impression que les matchs commencent à avoir un minimum d'importance, où on est hors de la phase de rodage de début de saison, où les équipes sont en train de s'auto-évaluer, où ils y vont un petit peu prudemment. Là, je trouvais cette semaine, on y reviendra, mais j'ai trouvé que cette semaine, on a vraiment eu des vrais matchs avec de l'intensité. Et j'ai l'impression qu'on peut commencer à tirer les premières conclusions presque hâtives. Un peu moins hâtives qu'au début, mais toujours un petit peu hâtives. Oui. Alors après, pour certains, il paraît que la saison commence qu'en play-off, mais nous, on aime bien la saison régulière. Il y a quand même pas mal de trucs à dire. Et c'est pour ça qu'on a notre hebdo, évidemment. Donc, deuxième passage sur l'hebdo de FD. FD qui fait partie de la rotation. FD de QI Basket, évidemment. Je crois que toi, personnellement, tu n'as pas d'actu, puisque QI Basket oblige. Pas beaucoup de production vu que la saison est lancée. mais non. Mon actu de la semaine a été de me préparer à ce podcast. Voilà, c'est ça mon actu. Oui, et puis il y a quand même le fameux podcast de QI Basket cette année, et je crois que tu peux faire un peu de teasing, mais sans trop en révéler, mais normalement il y a une bonne émission qui devrait arriver d'ici très bientôt. Oui, normalement on a quelques collègues qui ont fait une interview d'une personnalité du monde du basket en anglais, et qui sera publiée au moment où on aura compris comment faire les sous-titrages en français, et comment ne pas se taper la retranscription d'une interview d'une heure et demie à la main. Donc si on trouve un outil d'IA, elle sortira peut-être semaine prochaine. Si jamais on doit tout faire à la main, vu notre production et notre productivité, peut-être qu'en 2024 on y sera. Ouais, on compte sur N5 pour faire ça au moment des previews des playoffs peut-être. Mais et voilà, le podcast de QI Basket, évidemment, vous connaissez. Et donc nous sommes dans notre hebdo. Donc semaine 5, déjà 5e semaine. Dis donc, ça passe vite. Ça passe plus vite que l'intersaison, j'ai l'impression. Bref, donc l'hebdo, vous connaissez les news de la semaine, les affiches de la semaine pour discuter un peu des matchs. Notre partie focus, où on fait soit un thème libre, soit des stats de la semaine, soit un scouting. Et je crois qu'on aura un thème libre aujourd'hui sur des rookies. On vous en dira plus tout à l'heure. Et puis les questions des auditeurs, bien entendu. Et on finit par les affiches de la semaine suivante et le quiz. Le fameux quiz. Pour l'instant, Azad est en tête de la race avec 10 points. Et toi, tu n'en as que 3.
d'ailleurs. On verra. Merci de le rappeler. Oui. Non, j'étais en train de bugger parce que je me souvenais que je t'avais fait une question en moins il y a 3 semaines, donc il faudra que je te fasse une question en plus cette semaine. Bref, on verra ça. Si tu es prêt, on peut attaquer alors, FD. Attaquons. Attaquons. Donc, les news de la semaine, évidemment, pour commencer cette semaine numéro 5. On commence toujours un peu par les blessés un peu notables. Marcus Smart, qui s'est blessé pour les Grizzlies. Un peu dommage, vu que c'était un des joueurs majeurs qui tournait bien sur cette saison pour les Grizzlies. Entre 3 et 5 semaines pour Marcus Smart, a priori. Et à noter aussi Jaden McDaniels, donc Jaden, le bon de Minnesota, Jaden, qui s'est blessé, je crois, d'ailleurs, contre vous, contre les Knicks. Oui. Exact, il s'est blessé, c'est ça de défendre sur RJ Barrett. C'est beaucoup trop compliqué pour lui, donc petite blessure. Tant qu'on est dans les blessures d'ailleurs, on a appris que Monte Morris allait revenir bientôt d'ici, mais en tout cas pas avant 2024. Mais FD, petit quiz d'ailleurs, il n'y a pas de point en jeu, mais petit quiz, où joue Monte Morris cette année? Il joue pour les Wizards, oh là là. Est-ce que tu es sûr? Oui. Moi je croyais qu'il était aux Pistons, mais qu'il était blessé justement. Ah là là. Bah, heureusement que ça compte pas pour les points. Heureusement que ça compte pas. Kelly Oubre aussi est revenu à l'entraînement, donc après son accident de voiture, on espère le revoir. Donc voilà un peu pour la partie blessure. Je confirme qu'il joue pour les Pistons. Ben oui, mais bien sûr. Si jamais il y avait des doutes, non, parce que je l'ai dit avec beaucoup d'aplomb. Mais tu vois, pour moi les Wizards, c'était l'équipe où il y avait tous les bons meneurs backup de la ligue, quoi. Alors, à un moment donné, oui, mais ensuite, quand ils ont eu Tyus Jones et Jordan Poole, du coup, ils ont dû échanger Monte Morris. C'est pour ça qu'il est aux Pistons. Si les équipes commencent à changer de joueur, ça va être compliqué pour moi. Alors, évidemment, dans les autres news de la semaine, on a effectivement l'affaire Chris Paul contre Scott Foster. C'est notable parce que c'est pas qu'une éjection, comme on dit, une expulsion, pardon, pour le dire en français. C'est pas qu'une expulsion, tu sais, c'est le fameux Scott Foster qui était ami avec Donaghy, l'arbitre qui s'est fait condamner pour avoir truqué des matchs. Ben voilà, son meilleur ami c'était Scott Foster, qui l'appelait des centaines de fois avant et après les matchs. Mais lui, il a jamais été inquiété. Non, lui, pas du tout Scott Foster. Et Scott Foster qui a aussi arbitré le match 7 Houston Golden State. Mais on est d'accord qu'il y a rien, il n'y a pas de théorie du complot, FD. Tu connais mon activité en dehors d'être un podcasteur, donc je ne peux pas, je vais me restreindre de faire des commentaires sur les arbitres. Sur les collègues, on va dire. Mais non, mais blague à part. Blague à part, il y a un passif. Alors, de là à aller dans la théorie du complot, évidemment, c'est un peu une blague. Mais bon, il y a un passif. Voilà, c'était un peu un fait notable de cette semaine. On a aussi eu le coup de Popovic qui prend le micro pour défendre Kawhi Leonard et les sifflets. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, toi, de ce truc-là. Je trouvais que c'était un peu déplacé et que c'était un peu la porte ouverte à plein de choses, finalement, quoi. Même si on est un peu d'accord sur le fond, quoique. Mais un peu bizarre, ce coup de prendre le micro en plein match, j'avais jamais vu. Non, moi non plus, c'est inédit. Mais je me dis que ça va bien dans le marasme des Spurs, en fait. Où t'as l'impression que les matchs se font, mais sans vraiment aucune volonté sportive. Et donc, donc le fait que le coach en plein match prenne le micro, je trouve que ça va bien. Et surtout, la belle chose, c'est qu'on peut voir ça sur beIN Sport 15 fois par semaine, puisqu'il n'y a plus que les matchs des Spurs qui sont retransmis sur beIN Sport. Ou presque. Donc voilà, vous allez pouvoir voir cette séquence au moins 4-5 fois par semaine sur beIN Sport. Après, j'ai l'impression qu'on lui pardonne un peu parce que c'est Popovic. J'ai l'impression qu'on lui pardonne plus que si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, mais bon, c'est trop. Après, je trouve que les fans ont le droit de siffler, quoi. Bon, c'est pas très. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça top, mais cela dit, j'attends le moment où Tom Thibodeau va prendre le micro pour dire au public de siffler Evan Fournier qui est sur le banc. Ça, j'attends ça. Ça, ce serait marrant. Bref, avançons quand même dans les news de la semaine. Oui, il y a eu une affaire un peu plus sérieuse tout de même qu'on peut noter. D'ailleurs, l'affaire des Knicks contre Toronto. Je sais pas si tu as vu ça, qui est en fait une affaire entre James Dolan, le propriétaire des Knicks, et contre Adam Silver, pour caricaturer. C'est l'histoire d'un assistant coach qui en fait est parti dans le coaching staff cet été des Raptors, d'après ce que j'ai compris, mais qui est parti avec un petit vol de propriété intellectuelle et notamment donc, de rapports de scout qu'il a un peu dérobé alors que voilà, c'est censé appartenir aux Knicks. Donc il y a eu un peu une affaire là-dessous, et là où ça fait un peu de bruit, c'est que James Dolan, il est pas très content de comment est-ce que l'affaire est gérée, parce que notamment le propriétaire de Toronto, Larry Tonenbaum, si j'ai bien compris, c'est le chef de Toronto, mais c'est aussi le chef du Board of Governors
donc littéralement le board des propriétaires de franchise, hein, donc voilà. Et donc James Dolan, il est pas content parce que du coup Adam Silver, qui est le commissionnaire de la ligue, il est un peu entre guillemets, comme dit James Dolan, il est au service de ses propriétaires en fait. Donc c'est un peu là que lui dénonce un conflit d'intérêts, mais je sais pas où est-ce que peut aller cette affaire, mais c'est pas un truc mineur. Je sais pas si t'en as entendu parler un peu. Oui, j'ai suivi ça très loin. Mais ça met quand même en exergue un point qui est important sur la gouvernance de la ligue. Effectivement, c'est que la ligue appartient d'abord aux propriétaires des franchises et ensuite à Adam Silver. Tout à fait. Et le fait effectivement qu'il y ait une hiérarchie dans ces propriétaires, parce que voilà, c'est un espèce de conseil d'administration, il faut forcément quelqu'un à la tête de ce conseil d'administration. Voilà, je dis pas qu'il y a des conflits d'intérêts, mais c'est vrai qu'il y a des intérêts financiers et sportifs. Et le fait que ce soit concentré dans les pouvoirs de quelques personnes, ça ouvre la porte à des affaires comme ça, qui sont des affaires assez mineures en fait. Je pense que la valeur nominale ou la valeur marginale de ce scouting report est en fait assez. Oui. Je pense pas que ce soit des secrets. Enfin, c'est pas un secret défense quoi qui a été volé. C'est pas les codes de la bombe nucléaire. Mais c'est vrai qu'il y a tout ce système de gouvernance de la NBA qui est un petit peu, tout est un petit peu, tout se croise. Et les influences, forcément, quand les influences se croisent, ça fait des petits conflits comme ça. Disons que la dimension politique et diplomatique de cet incident pourrait être largement plus grande que, en effet, le délit en question, si on peut dire, parce que les scouting reports volés où il y a marqué Julius Randle, il va sur sa gauche. Bon, ça, a priori, on le savait. Mais non, blague à part, à suivre ça pourrait ne pas être rien, en tout cas, ça pourrait ne pas être négligeable. Autre news de la semaine dernière, on avait appris que Netflix était intéressé par le tournoi. Amazon, maintenant, est intéressé par les playoffs NBA, carrément. Je place la news pour vous renvoyer aussi au podcast qu'on a fait il y a 2-3 jours avec Antoine, enfin il y a un peu plus que 2-3 jours, mais sur les audiences TV et justement le nouveau contrat TV, si ça vous intéresse. On en a parlé, Amazon pourrait devenir un des acteurs du prochain contrat TV. En effet, ils sont intéressés par les playoffs. Je sais pas ce que ça pourrait vouloir dire pour nous. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi comme autre info plus ou moins intéressante, d'ailleurs moins que plus, le fonds d'investissement Carlyle, donc Paris Carlyle, hein, Carlyle avec un Y, qui met des billes dans la franchise de Minnesota, parce qu'en fait Alex Rodriguez s'était engagé à acheter 80% de la franchise de Minnesota, nouveau propriétaire Alex Rodriguez, sauf qu'il a payé que 40% pour l'instant, donc il a fait appel à Carlyle qui est apparemment un énorme fonds d'investissement. Non, je disais la news parce que je sais pas si Anthony Edwards connaît Carlyle, parce qu'Anthony Edwards avait s'était déjà vanté de pas connaître Alex Rodriguez, qui est genre plus connu que le président de la République aux États-Unis, mais est-ce qu'il connaît Carlyle? C'est toute la question, FD. C'est la vraie question. Non, je sais pas. Non, c'était juste pour... Il connaît Bo Cruz. Oui, c'est juste pour la blague que j'ai voulu placer ça. Mais non, Anthony Edwards aussi qui veut aller en NFL. Est-ce que c'est une news ou pas? On verra. J'ai l'impression que c'est un peu juste pour un peu faire le buzz. Et puis, dans les news dont on se fout totalement aussi, pour finir, les Grizzlies ont tellement de blessés qu'ils ont fait appel à Shaquille Harrison et Jaylen Noel. FD, est-ce que tu es capable de me citer une franchise où ont joué Shaq Harrison et Jaylen Noel? Shaq Harrison a joué à Chicago. Bien joué. Bien joué. Et Jaylen Noel a joué à Minnesota. Tout à fait. Bien voilà, on a un vrai expert des quiz. Bref, donc voici pour les news de la semaine. Il n'y a pas grand-chose cette semaine de marquant, puisque Zach LaVine qui va débarquer au Knicks, c'était la semaine dernière. On n'en parle pas cette semaine. Mais bref, donc passons à la rubrique la plus importante du podcast. Qu'a mangé Victor Wembanyama cette semaine? Non, j'hésite. Est-ce qu'on doit continuer un peu cette blague en fil rouge FD ou pas? Je me pose la question. Alors moi, j'avais prévu de ne pas réagir. Voilà, j'avais prévu de pas réagir, mais du coup, moi, je dirais non. Parce qu'en fait, on va assez en parler de Wembanyama après. C'est vrai. Donc, autant zapper, quoi. On peut enterrer ce running gag alors. Et donc, passer aux vraies affiches de la semaine. Les affiches de la semaine, donc, on peut commencer d'ailleurs avec un Sacramento San Antonio que tu as noté et tu voulais en discuter, notamment pour Victor Wembanyama et sa défense contre l'attaque des Sacramento Kings. Exactement. Je trouve qu'on parle pas assez de Victor Wembanyama dans ce podcast. Mais alors pourquoi je voulais revenir là-dessus très rapidement. La dernière fois que j'ai fait les dos, on était tombé d'un commun accord sur le fait que ça serait intéressant de voir Victor Wembanyama en défense contre deux équipes en particulier, les Kings et les Warriors. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements en ballon. Est-ce que tu peux toujours utiliser Wembanyama en roamer? Est-ce qu'il sera toujours aussi impactant loin du ballon défensivement contre une défense où justement tous les 5 joueurs sont amenés à être en mouvement et à être utilisés?
Euh, donc voilà, donc c'est ça que je vais regarder spécifiquement. J'ai quelques notes après sur les Kings aussi, mais Wembanyama, il a commencé comme prévu sur Harrison Barnes en défense, donc sur le poste 4, comme d'habitude avec Sabonis qui était là. Voilà, Harrison Barnes par défaut parce que Fox, Murray, Werther, c'est des shooters où ils sont trop rapides, donc voilà. Et puis Zach Collins sur Sabonis. Là où c'était intéressant, c'est qu'on a vu les Kings beaucoup utiliser Barnes en fait, mais en mouvement juste de bouger d'un corner à un corner. Ouais. Ça garde le spacing, mais ça met juste Barnes légèrement en mouvement. Et forcément, ça complexifie un petit peu les systèmes d'aide pour Wembanyama, puisqu'il est obligé de faire un petit peu attention à Barnes. Mais moi, je m'attendais à voir Barnes prendre des écrans hors ballon, tu vois, vraiment essayer de vraiment cibler Wembanyama sur ses écrans hors ballon, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, au final, on a vu Wembanyama un petit peu plus sollicité parce que Barnes bougeait, mais pas tant sollicité sur le jeu hors ballon que ça. Donc, il est resté dans son rôle de roamer intéressant. Par contre, ce qui a été notable, c'est Zach Collins a fini par sortir, Wembanyama est resté, et donc on le voit depuis quelques semaines, Wembanyama jouait un petit peu au poste 5 défensivement, et donc là on a eu Wembanyama en poste 5 contre Sabonis. Première possession avec Wembanyama en poste 5, c'est un pick and roll Sabonis-Monk. Ouais. Malik Monk fixe bien, Wembanyama descend un petit peu trop bas sur le drop. Et du coup, petite pocket pass pour Sabonis qui met un flotteur. Donc voilà, 2 points. Il y a un temps mort juste derrière. Action d'après avec Wembanyama toujours en 5. C'est Magui maintenant le poste 5. Et Malik Monk, pareil, très bonne manipulation. Alley-oop, Magui, 2 points. Donc ça fait 4 points sur 2 possessions avec pick and roll, avec Wembanyama en 5 sur le pick and roll. Et puis après, il y a eu foul trouble, donc on l'a plus trop vu en poste 5. Mais on est dans la phase d'expérimentation que vaut Popovic, mais on voit que pour l'instant, en drop, c'est pas forcément là où il est aussi fort, notamment parce que Malik Monk ou même Keon Ellis ou même De'Aaron Fox ont été vraiment intéressants sur ces situations. Donc voilà, on sait que c'est un axe de progression, et pour l'instant, on a eu les premiers indicateurs comme quoi il y avait encore une grande marge de progression justement. Oui. C'est un peu ce qu'on avait dit aussi, ce que Phoenix avait un peu essayé de faire, hein, le côté faire bouger le joueur que défend Wembanyama pour essayer que ça soit plus compliqué, parce que lui, le but, c'est qu'il soit un peu libre de pouvoir abandonner son joueur pour aider. Et sauf que, voilà, même Phoenix à l'époque avait essayé de faire un peu bouger Josh Okogie. Et là, tu dis, avec Harrison Barnes, c'était un peu le même principe, mais en plus, lui, il est shooter, il est un peu meilleur, donc c'est encore plus dangereux. Et alors, vu que tu t'es infligé ça, on est d'accord que l'attaque des Spurs, par contre, c'est toujours un peu la cata, alors. Oui. Alors, Jeremy Sohan, c'est en progression sur le playmaking. Mais non, ça reste vraiment compliqué. Malachi Branham, tu vois, on est dans l'expérimentation, on donne énormément de minutes à Malachi Branham ou à Blake Wesley, quoi. Donc c'est compliqué pour l'instant, mais bon, on s'y attendait. Par contre, ce que j'ai noté du côté des Kings, ouais. Malik Monk, je trouve qu'il a toujours eu ce côté scoreur, tu vois, catch and shoot, il l'a eu. Mais par contre, je trouve que son playmaking est vraiment intéressant. Alors peut-être que j'arrive en retard, hein. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est excellent. mais tu vois, les indicateurs montrent un playmaking qui est quand même en hausse, un assist percentage qui est en hausse. Et le fait de jouer avec Keon Ellis, qui peut aussi porter le ballon quand Fox est sur le terrain. Enfin, je trouve que voilà, Malik Monk en création secondaire, avec Fox ou même en création principale quand il est avec l'équipe, avec la second unit, je trouve ça super intéressant. Tu vois, je l'ai vu faire des lectures sur pick and roll que je voyais pas forcément avant. Et non, je trouve ça super dynamique offensivement, Malik Monk, pour l'instant. Je sais plus si c'est toi ou si Baptiste ou c'est Azad qu'on avait parlé dans une hebdo, mais effectivement, le playmaking, la progression playmaking de Malik Monk est notable. Et je crois que si tu regardes notamment les stats, nombre d'assists par 100 possessions, je crois que ça a doublé par rapport à son époque, à son début de carrière en fait, ou même par rapport aux Lakers il y a 2 ans. Non, il y a un vrai changement de rôle. Il a plus le ballon dans les mains et il s'en sert très très bien en fait. Ouais, d'accord. Sauf si tu as d'autres choses à rajouter sur ce match, je crois que tu as vu aussi le Dallas-Milwaukee, non, du week-end dernier. Oui, c'était le retour du duel Grant Williams-Giannis Antetokounmpo. Je pense que Giannis, il était déprimé, tu vois. Il s'est dit, c'est bon, il est enfin parti de Boston, j'ai pu me le taffer 4 fois en saison régulière
de 4 à 7 fois en playoff. Bah c'est bon, il était là, Grant Williams. C'était le retour du duel. Non, ce qui a été notable, surtout au début de match, les Bucks, dans un move assez ambitieux, ont mis le rookie André Jackson sur Luka Doncic. Oui. Et le début de match de Luka Doncic, c'est monstrueux parce qu'en fait, il fait tout au ralenti, mais même en faisant tout au ralenti, il crée des décalages. Juste avec de la décélération, tu sais, on a toujours dit Luka Doncic, il est pas super explosif, mais par contre, il a une qualité athlétique qui est élite, c'est la décélération. Ouais. Et il y a 2-3 situations où il prend un pick and roll, et puis tout d'un coup, boum, il s'arrête. Et ben là, il y a 2 mètres de différence. Et puis, pour l'instant, le tir à 3 points rentre sur ce début de saison pour Luka Doncic. Et ben sur ce match, ou en tout cas sur le début de match, c'était ça qui était impressionnant. On pourra reparler d'André Jackson si on veut sur le Bucks Boston. Oui. Mais voilà, il est dans des missions défensives. Tu vois qu'il a la capacité pour être dans des missions défensives sur des isolations. Mais pour l'instant, sa navigation de pick and roll, sa navigation d'écran est pas assez bonne pour défendre correctement des Luka Doncic, enfin surtout Luka Doncic en fait, qui lui a mis, il lui a un petit peu tout fait. Il lui a mis des step back. Quand du coup André Jackson s'est dit bon bah je vais défendre un petit peu plus le tir, c'était des flotteurs ou bien il finissait dans la raquette avec la faute. Voilà, c'était surtout ce duel moi que j'ai noté, le André Jackson Luka Doncic, mais il y a d'autres choses intéressantes à noter. Qu'est-ce que toi t'avais vu sur le match? Alors, j'ai l'impression de le répéter toutes les semaines, et c'est peut-être pas qu'une impression, mais j'aime vraiment beaucoup l'attaque de Dallas. On pouvait un peu théoriser en début de saison en se projetant en disant bah, ça peut faire ça, mais j'aime beaucoup, et tu vois, même là où j'aime particulièrement, c'est que c'est pas qu'au niveau du personnel, même si effectivement le Grant Williams qui fait du connecteur, donc de l'extra pass, du milieu de chaîne, Josh Green qui fait pareil, Derek Lively qui fait pareil, etc. Voilà, ça c'est vrai, mais c'est pas que le personnel. Je trouve même qu'au niveau tactique, j'aime bien ce qui est fait. J'aime vraiment bien ce qui est fait au niveau des schémas, au niveau de l'utilisation de Kyrie Irving aussi, qui est beaucoup utilisé en tant que joueur sans ballon, ou alors parfois dans des pick and roll, mais le pick and roll qui est organisé, et c'est pas juste on donne la balle à partir d'une situation statique et tu fais. Il y a des mises en position, il y a des dribble and off, il y a des petites actions comme ça. Il y a beaucoup de jeux en sortie d'écran aussi pour lui, pour des shoots en sortie d'écran, je veux dire. Enfin, de manière générale, j'aime beaucoup l'attaque de Dallas contre Milwaukee, on l'a vu, contre Sacramento aussi, on l'a vu, et même contre les Lakers. Et franchement, je dois dire que je suis assez fan de cette attaque et de ce qu'on voit concrètement, parce que encore une fois, on pouvait se douter, on pouvait espérer qu'il allait se passer un truc comme ça. Mais ouais, là, c'était assez bien et assez beau à voir, avec en plus, encore une fois, ce rajout de joueurs intelligents, ça fait toujours de bien. Et puis oui, là on voit que Luka Doncic contre la défense en drop de Milwaukee, bah, tous les ans, c'est une habitude, c'est pour ça que j'aime bien regarder ces matchs, c'est que tous les ans il s'en sort très bien, et que tous les ans il y a un peu une bataille tactique de à quel point est-ce qu'on arrive à faire monter Brook Lopez haut ou pas, à quel point on préfère le faire rester bas pour bloquer l'accès au panier. Mais du coup, bah oui, quand tu laisses un peu trop le champ libre, comme tu dis, bah, que ce soit André Jackson, que ce soit des mecs comme ça, du coup il a plus la place de faire ce qu'il veut en fait. Quand t'as Brook Lopez qui attend un peu trop bas, il bloque l'accès au panier, mais comme tu dis, l'écran crée un premier décalage, et puis ensuite il fait un peu ce qu'il veut de son défenseur, mais il le met sur ses hanches. Tu vois, moi j'ai un exemple, tu parlais d'André Jackson, où justement il ressort l'écran, il ressort un peu, mais plutôt que continuer sur sa gauche, il revient un peu sur sa droite, il bloque André Jackson sur sa hanche côté droit, il le pousse un peu, et hop, du coup il revient ensuite sur sa gauche sur un step back, et totalement libre. Donc il y a plein de moments comme ça. Et même au-delà de ça, je trouve aussi que le début de saison de Kyrie Irving est assez spectaculaire. Ouais, c'est top. Franchement, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il est capable d'avoir à la fois des moments où en fait il va pas forcément toucher la balle pendant une minute parce qu'il va être mis hors ballon, il va prendre des écrans hors ballon et il va être utilisé un petit peu plus en spot-up. Mais tout d'un coup, même quand Luka est sur le terrain, c'est pas forcément une histoire de quand c'est Luka qui est sur le terrain, c'est Kyrie hors ballon, et quand Luka est sur le banc, c'est Kyrie qui a la balle. C'est un peu plus. Enfin, ils le font à peu près en même temps. Ça arrive que ce soit Luka qui soit hors ballon, mais il est capable de revenir dans des schémas ça y est, Kyrie, c'est toi qui as la balle, prends ton isolation. Et de manière encore plus importante et plus efficace, c'est tiens, Kyrie, t'as la balle, prends un pick and roll.
Et là, il est capable de créer les décalages comme il a toujours été capable de le créer. Mais parce que l'attaque des Mavs est tellement optimisée et qu'il y a un très bon spacing et qu'il y a des joueurs intelligents dans les corners et hors ballon, bah ouais, il est dans un contexte qui lui, enfin, qui le sublime en fait, qui le magnifie. Oui. Le seul élément qui m'inquiète un peu, entre guillemets, c'est au niveau du poste 3, finalement, où Derrick Jones Jr., c'est pas mal en tant que défenseur au point d'attaque, il est là pour ça. Mais on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, tu vois, par exemple, face aux Pelicans, il n'était pas du tout respecté, ça a posé des problèmes. Et de l'autre côté, c'est vrai que Josh Green ne fait pas non plus un début de saison, peut-être au niveau des attentes. Alors, sans doute qu'on avait peut-être des attentes un peu trop grandes, mais je suis un peu déçu. Voilà, il y a plein de choses à aimer au niveau de Luka Doncic et Irving, au niveau des schémas, au niveau du partage de balles, au niveau de Derek Lively aussi, on en avait parlé. Mais je me demande à quel point est-ce qu'ils pourraient pas faire un move d'ici la février pour aller chercher un ailier un peu plus fonctionnel, quoi, un peu plus 3&D, un peu meilleur, quoi. Parce que pour l'instant, c'est vrai que Josh Green est un peu décevant. Mais non, mais globalement, l'attaque très intéressante. D'ailleurs, je peux en parler maintenant, mais ils ont aussi joué contre Sacramento. Et tu vois, en deuxième mi-temps, ils ont benché Derrick Jones Jr. Ils ont plutôt fait jouer Josh Green. Et avec le but de Sacramento aussi de cacher Sabonis en défense sur Josh Green, soit Josh Green, soit Derrick Jones Jr. Et du coup, il y a toute une séquence en début de deuxième mi-temps où on fait jouer Josh Green. Et en fait, on le fait jouer en tant que poseur d'écran. Parce qu'il a un dynamisme qui est hyper intéressant. Et donc, du coup, ça permet d'impliquer sur pick and roll Sabonis. Et ensuite, oui, quand tu essaies de mettre de la pression sur le 2 contre 1 au niveau du pick and roll sur Luka Doncic, derrière, Josh Green, il peut libérer après son écran, il peut aller au milieu de la défense, il peut faire des actions. Donc c'était aussi assez intéressant, mais voilà, tu vois, on parlait de Harrison Barnes, par exemple, aux Kings. J'aimerais bien un profil de ce type. Ce serait, je pense, encore mieux et peut-être l'élément qui pourrait compléter cette attaque qui est déjà excellente, je trouve, quoi. Ouais, juste pour revenir sur un petit peu la défense de drop, on parlait du fait... Brook Lopez, il est forcé de défendre super bas, et je pense qu'on en a déjà parlé, mais un aspect qui avait été peut-être sous-estimé dans le drop et le système de Brook Lopez, c'était le fait qu'ils avaient des défenseurs extérieurs qui étaient capables de naviguer l'écran, de passer au-dessus de l'écran et de revenir vite sur le drop, ou bien défendre par derrière. Typiquement, Jrue Holiday, même Eric Bledsoe au tout début du système était très bon là-dessus. Cette année, on en parlait pour André Jackson, Malik Beasley c'est compliqué, Damian Lillard n'est pas ce défenseur. Donc voilà, il y a un souci de défense extérieure au niveau des Bucks, puisque si tu veux faire du drop, et si tu veux utiliser Brook Lopez de manière optimale sur le drop, ça te demande que tu aies un extérieur qui soit capable de vraiment naviguer à travers l'écran, se battre et revenir défendre derrière. Pat Connaughton, c'est pas si mal, mais c'est à peu près le seul qui pour l'instant montre qu'il est capable de s'insérer dans ce système. Et pour Pat Connaughton, je me suis noté quelque chose sur le match. Alors, on est dans du bruit statistique pour l'instant. Pat Connaughton est à 53% de réussite à 3 points quand il tire dans le corner. Ah oui. 53% de réussite dans le corner quand il est above the break, donc au-delà de la ligne des lancers francs. 23%. Sur un volume à peu près similaire. C'est la deuxième plus grosse déviation. C'est le deuxième plus gros delta de la ligue. Donc il y a 30% de réussite qu'on soit dans le corner ou hors du corner. C'est Kobe White, le premier d'ailleurs. J'étais un peu surpris. J'avais toujours cette image de Kobe White comme un mec qui prenait plutôt du pull-up en sortie d'écran. Et non, cette année, c'est plutôt dans le corner qu'il est bon. Voilà. C'est pour l'instant, il n'y a rien de notable là-dessus, mais je me suis dit, putain, quand même 30% de réussite de différence de réussite, que corner ou pas corner, c'est quand même assez notable. Oui. Ah oui, tiens, avant que j'oublie, j'ai aussi noté des pick and roll 1-2 de Dallas sur ce match-là. Donc littéralement, Luka Doncic qui fait un écran pour Kyrie Irving, ce qui est assez intéressant et qu'on voyait assez peu. Encore une fois, il y a toujours ce fantasme-là de dire on peut utiliser comme ça, on peut varier les utilisations. Et là, on l'a vu 2-3 fois, ce fameux pick and roll entre Irving en porteur de balle et Luka Doncic en poseur d'écran. Et ça a marché, ça a plutôt bien marché. Et tu vois, j'aimerais bien voir ça encore plus. Donc c'était un bon point côté Dallas. Et côté Milwaukee, comment dire, apparemment c'est devenu un peu un contre-courant. Mais ils font des trucs pas mal quand même en attaque. Je suis pas fan de tout, mais je commence à voir un peu des bons trucs. Je sais pas toi ce que t'en penses de cette attaque de Milwaukee qui commence un peu à s'installer.
Alors, je viens de voir le Bucks Celtics, où c'était un petit peu compliqué offensivement, où ils ont mis 17 points dans le premier quart-temps. Mais non, la grève de Damian Lillard se fait de mieux en mieux. Chris Middleton montre qu'il a encore quelques... Enfin, il est encore capable offensivement. Défensivement, c'est plus compliqué. Mais offensivement, il est toujours capable d'avoir ce rôle de connecteur de très très haut niveau qu'il a eu auparavant. Non, mais la présence rien que Damian Lillard t'ouvre des possibilités que tu n'avais pas avant. On arrive tout doucement à voir du pick and roll Lillard et Antetokounmpo, de plus en plus, pas encore assez selon moi, mais on y arrive. Et c'est vrai que c'est un petit peu ton cheat code. Et puis après, tu as des mecs qui se passent bien la balle, Connaughton, même Malik Beasley. Une fois que le décalage est fait, t'as des belles combinaisons et ça joue pas si mal. Et même Bobby Portis, en fait, offensivement, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Il a ce côté, il peut punir le switch si jamais en post-up, c'est jamais l'attaque la plus optimale, mais il y a ce côté où il peut t'apporter un peu de scoring comme ça. Non, j'aime bien aussi les Bucks offensivement. Ça va beaucoup mieux par rapport au début de saison qui était compliqué. Disons qu'on a toujours cette déception de... déjà, on sort de Mike Budenholzer qui était un coach formidable, même s'il n'avait pas les mêmes outils que Adrian Griffin, il faisait des trucs très très bien en termes d'optimisation. La tactique, un peu invisible, quoi, pas forcément les systèmes gadgets, quoi. La tactique, c'est pas que les systèmes gadgets un peu fous. Voilà, il y a aussi une question de qui tu mets à quel endroit, pour quelle raison, le timing, les actions que tu fais, etc. Là-dessus, Budenholzer était très bon. Et on a eu un peu une déception sur ce début de saison de Griffin. Et notamment la grosse déception de le pick and roll, le Lillard-Giannis, c'est pas assez utilisé. Même quasi pas du tout, c'est un peu dommage, quoi. Mais au-delà de cette déception qui, je pense, tient toujours, déjà, premièrement, comme tu dis, on commence un peu plus à le voir. Je trouve, contre Dallas, on l'a pas mal vu. Et de manière intéressante, d'ailleurs, on l'a vu quand il n'y avait pas Brook Lopez sur le terrain. On sait que Adrian Griffin aime plutôt faire utiliser Brook Lopez en tant que poseur d'écran. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait ce pick and roll Lillard-Giannis sur des séquences sans Brook Lopez. Et notamment, je dis ça parce que certes, il peut apporter un peu de spacing, enfin du spacing Brook Lopez, mais c'est vrai que c'est pas un joueur très dynamique. Et donc, on a eu quelques systèmes comme ça où, quand il est remplacé par plutôt un Pat Connaughton qui bouge ou par des joueurs comme ça, par Bobby Portis, ou du coup, oui, on faisait le pick and roll autour de ces joueurs-là plutôt qu'autour de Brook Lopez qui attend dans le corner. Et ça a plutôt bien marché sur ce match-là contre Dallas. C'était assez plaisant. Et puis, tu vois, même par-ci par-là, je trouve qu'il y a des bons systèmes, il y a des trucs qui sont assez bien imaginés. Et puis, il y a aussi un truc en particulier que je trouve très intéressant, c'est comment est-ce qu'on utilise Antetokounmpo, et notamment le fait qu'il n'a pas de tir à 3 points, il apporte pas de spacing, mais le fait est que je trouve que d'une certaine manière, Adrian Griffin arrive à plus ou moins à trouver des manières de contourner un peu son manque de spacing. Notamment, il y a un écran, il y a un système que je trouve assez intéressant où justement il y a un double écran pour Lillard, avec d'un côté un écran qui part vers la droite et de Brook Lopez et un autre qui part vers la gauche de Antetokounmpo. En fait, le but c'est juste de faire sortir le plus loin possible Antetokounmpo du panier, le plus loin possible de la raquette. Et en fait, Lillard, juste, il utilise de pick and roll avec Brook Lopez et il va au panier. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu un leurre parce qu'en vrai, on s'en fiche un peu de l'écran de Antetokounmpo, c'est juste pour éloigner du terrain. Et puis, tu as d'autres configurations comme ça où, de la même manière, tu pourrais te dire, Antetokounmpo, on va le mettre proche du panier. Mais en fait, non, il est placé sur des systèmes ou sur des pick and roll un peu joués sur l'aile ou sur le côté. Il est placé en tête de raquette. Et ce qui fait que, dans la théorie, tu pourrais te dire, non, on le respecte pas à 3 points, mais dans le feu de l'action, parfois, son défenseur, il est proche de lui et il pense pas forcément tout le temps à dézoner complètement. Donc voilà, il y a des petits trucs qui se mettent en place, c'est toujours pas parfait, on attend toujours plus du pick and roll Lillard-Giannis, mais je trouve que on commence à avoir des trucs un peu intéressants, et en plus un Lillard dont le volume commence un peu à augmenter, donc ça aussi c'est intéressant, quoi. On peut enchaîner sur le Milwaukee-Boston, justement, qu'on a pu voir aussi. Est-ce que tu avais des choses en particulier à dire sur ce match-là ? Toujours André Jackson, c'est compliqué. Ils l'ont testé sur Jason Tatum. En isolation, pourquoi pas, mais tu as toujours ce problème de navigation des écrans qui pose vraiment problème. En fait, et peut-être je me suis permis d'extrapoler. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'être un défenseur, d'être un excellent défenseur, juste en isolation.
Tu vois, l'image un petit peu du Thabo Sefolosha. Tu vois, le mec un petit peu physique, qui est très très bon en isolation, mais qui Dylan a Brooks, jamais quoi. vraiment eu besoin de... Dylan Brooks, oui, par exemple. Mais qui a jamais eu vraiment besoin de naviguer des écrans parce que les stars des années 2010, bah, ça jouait beaucoup en isolation. Kevin Durant, Carmelo Anthony, par exemple. Voilà, j'ai placé mon Carmelo. Aujourd'hui, si tu veux être un défenseur d'élite au niveau sur les postes extérieurs, forcément, il faut que tu puisses surpasser les écrans. Ça fait partie du job maintenant. On avait parlé dans le dernier épisode de la syllabe du retour de Chris Middleton, à quel point il allait avoir du mal défensivement. Oh, là c'était compliqué. Alors certes, c'est exacerbé par le fait que Jason Tatum est excellent, d'accord. Tu vois, c'est pas le match-up le plus simple de la ligue, ça c'est sûr. Et il a eu énormément de mal. Vraiment, Jason Tatum a clairement gagné ce duel. Et tu vois, la dernière possession, elle est simple, c'est isolation de Jason Tatum pour Chris Middleton. Tatum, sans aller beaucoup trop vite, bah, il le bat sur le premier dribble, et puis il y a faute derrière, et puis fin du match, quoi. Voilà, c'était la mobilité est en déclin, et forcément c'est plus compliqué. Et puis juste dernier point sur ce match-up spécifique, parce que ça pourrait arriver en playoff, un Bucks Celtics. Le spacing des Celtics c'est tellement parfait, dans le sens où en fait ils sont presque en fer à cheval, quoi. Tu sais, t'en as un dans chaque corner, un à 45 degrés, et quand t'as tes pick and roll, tu le fais le jeu est tellement espacé, du coup forcément les close-out sont très longs, et en fait je pense que les Bucks sont tout simplement pas une équipe qui est équipée pour défendre correctement sur une équipe qui a des close-out aussi longs. Lopez, ça a jamais été sa force, donc tu vois, quand il doit venir sur l'aide de l'aide, et il doit faire un close-out, ne serait-ce que sur Al Horford, tu vois, c'est pas forcément facile. Middleton, on a parlé de son manque de mobilité, et même Giannis, il a vraiment eu du mal sur les close-out sur ce match-là, parce que il a des grands appuis. C'est pas quelqu'un qui change de direction très très facilement. Il couvre énormément d'espace, mais il peut pas à la fois sortir et ensuite défendre sur le drive. Enfin, c'est pas là où il est excellent. Et j'ai vraiment trouvé que les Celtics ont eu énormément de points faciles, ou de tirs ouverts, ou de tirs dans la raquette, parce que passe, extra passe, voilà, les rotations mettent un petit peu de temps à se faire du côté de Milwaukee, mais parce que ils jouent plutôt grand, et donc c'est pas une équipe qui est forcément équipée, voilà, pour défendre sur des longs close-out comme ça. Et Boston joue très bien le jeu, c'est très très espacé, et donc un peu compliqué pour Milwaukee, qui a pris 45 points dans les 14 premières minutes, quoi. Mais je crois qu'au-delà même des close-out, il y a aussi le fait que l'avantage d'avoir Porzingis, et on a vu quelques séquences comme ça, notamment le fameux dunk là de Jaylen Brown, où il fait c'est quoi, c'est un windmill, je sais pas, excuse-moi, je m'y connais pas trop en figure de style, mais le truc c'est que Porzingis a cette capacité à être un peu un hub offensif, donc un intérieur passeur qui peut faire des dribble and off, qui peut faire un peu des five out et des trucs comme ça. Et tu vois, sur cette action, on a clairement pourquoi est-ce que la raquette elle est autant dégagée, parce que Brook Lopez il défend sur Porzingis, évidemment, mais Porzingis il est placé au niveau de la ligne à 3 points, quoi. Donc au-delà même du spacing même de Porzingis, où il pourrait, même quand il est sans ballon, il représente une menace, et ce qui fait que son défenseur peut pas l'abandonner de trop près, enfin peut pas l'abandonner, pardon, mais pas le laisser trop ouvert. Il y a aussi le fait que tu peux aussi donner la balle à Porzingis depuis la tête de raquette, depuis le poste haut, depuis même la ligne à 3 points. Et tu vois, c'est le fameux dunk de Jaylen Brown, c'est ça, quoi. C'est Brook Lopez, en fait, il est pas du tout proche du panier pour protéger le panier, parce qu'il est obligé de défendre sur Porzingis qui fait la passe depuis la ligne à 3 points, et du coup, oui, le backdoor, il est complètement ouvert pour Jaylen Brown. Et derrière, oui, je te rejoins aussi sur le côté état de santé de Middleton, qui est pas très rassurant, ça c'est clair. Mais oui, tiens, puisqu'on parle de Jaylen Brown, c'était aussi un des points positifs, je pense, c'est qu'on a vu quelques séquences de passing de Jaylen Brown, vraiment hyper intéressante, je trouve, sur ce match, et qu'on le voit pas faire tout le temps. Je sais pas à quel point c'était une anomalie ou pas. Enfin, c'était une anomalie, mais je veux dire à quel point est-ce que c'était un focus particulier en début de match. Mais tu vois, il y a des séquences où, il y a une première séquence en début de match sur un système qui est un peu fait pour cibler la défense de Damian Lillard à travers les écrans. C'est en fait un curl, donc Jaylen Brown qui revient depuis le corner et qui curl qui prend un écran qui va au panier, il curl, et puis ensuite en fin d'action il fait
il fait une passe sous le panier hyper bien sentie. T'as un autre moment où je crois que c'est en deuxième mi-temps cette fois où il y a un pick and roll pareil qui est hyper bien géré, il est un peu patient au niveau de l'écran et puis il envoie au alley-oop Porzingis une fois que Brook Lopez monte un peu trop sur lui. La verticalité de Porzingis elle sert bien dans ces cas-là, c'est aussi ce qu'il apporte par rapport à leur force, c'est cette verticalité pour punir les drops. Et il y a même eu une action de Jaylen Brown où Milwaukee essaie un peu de faire une couverture assez agressive sur lui sur pick and roll. Et Jaylen Brown, plutôt que perdre la balle, plutôt que faire une mauvaise décision, il se retourne, il absorbe la pression, il ressort la balle, et derrière, alors Ford fait un peu le connecteur pour renvoyer la balle vers le corner opposé. Mais ouais, il y a eu pas mal de séquences, je sais pas ce que t'en as pensé, mais pas mal de séquences de passing, notamment de Jaylen Brown, qui étaient assez, très satisfaisantes sur ce match-là. Ouais, mais je me demande à quel point c'est pas aussi parce que c'était tellement espacé que les lectures étaient assez simples. Mais pour revenir sur cette histoire de curl, tu regardes dans les 2 dernières minutes, ce système-là où t'as un double écran hors ballon pour Jaylen Brown parce qu'il est défendu par le Damian Lillard, ouais. Ils ont fait que ça. En fait, ouais. les 3 dernières possessions du match, c'est ça, avant la dernière isolation de Tatum. Au final, les Bucks forcément se sont adaptés, ils vont pas se faire avoir, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir ça. Et non, moi j'ai bien aimé le match de Jaylen Brown. Il y a toujours une ou deux situations où en fait il doit prendre son tir en catch and shoot, il pose un dribble et après c'est un petit peu plus compliqué. Mais non, j'ai bien aimé le match de Jaylen Brown. Et on parlait avant de l'utilisation de Giannis. Je pense que le fameux match là où Jrue Holiday est allé défendre sur Embiid et ça a vraiment fonctionné, je pense que Giannis avait un petit peu ça en tête. Parce que début de match, il y a Jrue Holiday qui défend sur Giannis. Giannis qui veut absolument le jouer au post-up, mais il commence son match en faisant 0 sur 3, 0 sur 4 parce que il pense que juste être plus grand, ça va fonctionner contre Jrue Holiday et c'est compliqué. Et il y a une action du match qui pour moi est symbolique d'Adrian Griffin qui est en train de se chercher offensivement. Giannis est défendu par Al Horford parce que Jrue Holiday est sur le banc. Donc Giannis est défendu par Al Horford et c'est Pat Connaughton qui vient poser un écran. Pat Connaughton qui est défendu par Sam Hauser. Et donc là, Giannis arrive lancé. Sam Hauser, il va pas faire un step out. Enfin, même s'il fait un step out sur Giannis, ça va pas être efficace. Et c'est 2 points faciles, dunk derrière quoi. Et en fait, ils l'ont jamais refait. Ouais. Ils ont jamais forcé Giannis à prendre un pick and roll en tant que porteur de balle. Contre un mec qui peut pas faire un step out correct derrière quoi. Et j'étais un petit peu déçu de pas voir les Bucks revenir à cette option là parce que pour le coup c'est potentiellement, enfin ça va amener Giannis au cercle. Et là où par contre Giannis est un petit peu moins bon, il y a pas mal d'actions où il arrive dans la raquette. Très bonne aide de Boston. Parfois parce que le spacing de Milwaukee est pas idéal. J'ai une action où Giannis drive à gauche, sauf qu'à gauche, t'as pas de Connaughton qui est dans le dunker spot. Ouais. Donc en fait, t'as tout de suite 3 mecs sur Giannis. T'as Marjon Beauchamp qui est ouvert dans le corner opposé. Et tu vois, et la passe, elle part pas, quoi. T'as 2-3 situations où Giannis peut faire la passe, finit au cercle, sauf que c'était un match où il avait pas de finition au cercle parce qu'il était bien défendu. Et puis, tu vois, il a été frustré. Quand il sort, il se prend un peu la tête avec Adrian Griffin. Match très compliqué pour Giannis qui finit à 6 sur 20, 6 sur 21 au tir, quoi. Enfin, c'était bien défendu par les Celtics. Et puis, j'ai trouvé qu'Giannis a voulu un petit peu forcer sa réussite, quoi. Oui, tiens d'ailleurs un peu marrant, j'ai noté aussi ça. Première action au retour de la mi-temps. Quel système est-ce que Adrian Griffin a appelé c'était un post-up pour Brook Lopez. Voilà, je me suis dit on est en 2011. Brook Lopez sous la tunique de New Jersey. C'était marrant. Mais c'est ça aussi, tu vois, il y a des éléments bien qui sont en train de se mettre en place côté de l'attaque des Milwaukee. Et il y a toujours des trucs un peu frustrants du genre pourquoi est-ce qu'on utilise autant Brook Lopez en termes de création, non pas punir sur post-up quand il y a un mismatch, mais pourquoi est-ce qu'on l'utilise en création, pourquoi on le fait poser autant d'écrans et pas plutôt Lillard, Giannis, tu vois. Bon, il y a des petits trucs comme ça, mais il y a aussi des trucs bien. Donc je voulais aussi le souligner aujourd'hui. Donc voilà pour Milwaukee et ce match-là. Quel autre match tu as pu observer cette semaine et dont tu voulais nous parler? Moi j'avais le Jazz Suns, tu sais, qui est le match qui est parti en double prolongation. Oui. C'était au début de la semaine. C'était au début de la semaine. Le match, il était intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que le Jazz a tenté plein de choses défensivement. A une défense super agressive en fait.
Walker Kessler était pas là, donc du coup ils ont défendu plutôt petit en fait. Et c'était, alors bien sûr, du côté des Suns, toujours pas de Bradley Beal, donc c'était KD et Booker. Et, euh, et en fait, au début de match, et puis même tout au long du match, en fait, systématiquement, quand KD ou Bradley Beal montaient la balle, bah, en fait, le Jazz commençait par une prise à deux pour forcer les autres joueurs des Suns à créer le décalage, en fait. Et c'est vraiment pas un mauvais choix. Quand aux côtés aux côtés de Booker et Durant, t'as soit Keita Bates-Diop sur le terrain, ou Grayson Allen, ou Josh Okogie. Et tu vois, tu forces un de ces trois-là à faire le décalage et à créer de l'attaque, bah c'est forcément compliqué. Et, euh, et qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi sur ce match, le nombre une défense très agressive. Tu vois, t'as THT qui défend très bien. Et au début de match, t'as énormément de deflections, comment on pourrait dire ça en français, De déviation. de déviation de balles, voilà. Et ouais, énormément de déviations, tu vois, des mains qui sont partout, une défense super agressive. Alors que en fait, j'ai regardé les stats sur la saison, c'est pas du tout c'est pas vraiment le profil du Jazz. C'est pas une équipe qui est très très haute en déviation, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ouais, dans les aides, c'était vraiment sympa. Mais après, forcément, les Suns se sont un petit peu, les Suns se sont ajustés. Ils ont fait prendre des empty side pick and roll. Alors comment dire ça en français? Des pick and roll simplement. Le porteur de balle qui du coup part du côté faible de l'attaque. Donc en fait, avec aucun. Par exemple, s'il part à droite, il y a personne dans le corner ou à 45 degrés à droite. Ouais. Ce qui fait que du coup les aides sont beaucoup plus compliquées. T'as 3 joueurs côté opposé. Et donc ouais, l'aide est beaucoup plus compliquée. Ils ont fait ça quelques fois avec KD, qui du coup pouvait cibler Markkanen, et c'était vraiment sympa. Et puis ouais, c'est parti en double prolongation, donc c'était vraiment un match intéressant. Et puis il faut noter, bonne défense de Taylor Horton Tucker, dont j'avais un peu oublié l'existence, qui a très très bien défendu sur KD la plupart du match. Paul Pierce, comme on l'appelle sur le Basket Lab. Référence à Azad. Non mais alors il défend plutôt pas mal alors. Ouais, c'était bien. Ouais, c'était bien. Et on rappelle que toujours pas de Bradley Beal. Hein. Je crois qu'il est revenu pendant 1 ou 2 matchs et il est de nouveau blessé, hein, si je dis pas de bêtises. Toujours un peu la frustration parce qu'on a envie de la voir. On a envie de voir ce que ça donne, cette vraie équipe des Suns, hein, finalement. Et pour l'instant, c'est un peu voilà, la frustration de ok, c'est pas les mêmes Suns, quoi. Ouais. Sachant que sur le match, Booker est aussi limité en termes de minutes, quoi. Il aurait pu jouer un petit peu plus. Ouais. Il est encore en restriction de minutes. Et je crois que tu voulais aussi nous parler de la fameuse orgie offensive Atlanta-Indiana. Ah oui, 159 à 152, score final sans prolongation, messieurs, dames, 48 minutes. Alors, il fallait que je regarde ça, parce que je me réveille et puis je vois 152, 159. Bon, je me dis, bon, triple prolongation, ça va être top. Et ben non, 48 minutes. Tu sais, on a tous entendu les légendes sur les matchs les matchs Denver Phoenix Suns dans les années 80, tu sais, ces équipes avec Kiki Van de Weg, où les mecs ils font une passe et puis ça part en drive, et le score final c'est 132-134, quoi. Bah là, c'est à peu près la même expérience, mais tu rajoutes des éléments d'époque actuelle, donc du pull-up à 3 points, et la moitié des tirs sont pris à 3 points. Et donc c'est comme ça que tu arrives à du 159-152, avec un rythme offensif, mais aberrant. Vraiment, je pense que, tu sais, dans les niveaux départementaux, les arbitres, ils doivent annoncer 8 quand il reste 8 secondes. Je pense que là, les arbitres n'ont jamais annoncé 8. Non, mais vraiment, c'était balle à Liberton, drive, passe, tir. Et pourquoi il y a eu une explosion à 3 points? C'est pas forcément en termes d'efficacité, c'est plutôt juste du volume. Et surtout, en fait, Indiana, on sait qu'ils veulent jouer vite, donc voilà, on sait qu'ils vont avoir une bonne attaque et une mauvaise défense. Mais en fait, des deux côtés, au point d'attaque, donc la défense au point d'attaque a été cataclysmique. En fait, constamment, sans vraiment avoir besoin d'avoir des schémas offensifs intéressants, mais le décalage était là presque automatiquement. En fait, sur le premier dribble, il se faisait passer, mais voilà, Trae Young et Haliburton se sont régalés. Ils ont quelques séquences où t'as Haliburton qui prend un pick and roll et puis pull-up à 3 points, ça rentre.
C'était un petit peu... Ça ressemblait pas forcément à du basket, ça ressemblait un peu, tu sais, au basket AAU, tu sais, la Melo Ball quand il mettait 70 points à Chino Hills, quoi, c'était un petit peu ça. Et puis surtout, à un moment, ça jouait tellement vite que Indiana s'est dit, bah tiens, on va mettre en place une zone presse tout-terrain où on va envoyer 2 mecs sur Trae Young à 30 mètres de notre panier. Et du coup, ça faisait que t'avais forcément du 4 contre 3 derrière. Et du coup, ça jouait encore plus vite. Enfin, c'était aberrant. C'était aberrant. Et puis par contre, il y a juste un point notable sur ce match, et une généralisation à faire. Clint Capella, c'est un peu compliqué en ce début de saison quand même. Tu vois, je trouve que sur la protection de cercle, il est plus là où il a été. Il y a une action qui est marquante pour moi, c'est Aaron Naismith qui drive. Et en fait, Clint Capella, du coup, est super bien placé pour contester le tir. Aaron Naismith monte et fait un power. Et en fait, Clint Capella tente de jouer le passage en force sur Aaron Naismith. Alors que s'il lève les bras et qu'il saute, il est vertical, il n'y a pas de faute. Et puis, c'est pas Aaron Naismith qui va te mettre un flotteur sur la tête. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est quand même c'est pas un super indicateur ça. Et du coup, je suis allé regarder. Sur ce début de saison, il inflige une perte de 1,3% de réussite au cercle, aux adversaires. Donc, moins 1,3, on est en dessous de la moyenne des pivots en fait. C'est pas du tout une bonne stat, moins 1,3. Ouais. Mais après, c'est vrai que ça a jamais été un rock défensif, un protecteur de panier d'élite. C'était plutôt le type intérieur mobile qui peut aussi un peu protéger le panier, notamment il le faisait à Houston, mais en même temps, comme tu dis, il a même décliné par rapport à son niveau qui même dans son prime n'était pas protecteur de panier terrifiant. Là, t'as l'impression qu'il a encore un step en dessous, quoi. Et surtout qu'il a plus la mobilité en fait, forcément, il a pris de l'âge, il a eu quelques blessures, il a eu une saison où il a presque pas joué. Et du coup, en fait, il a plus ce côté, bah tiens, on peut te faire switcher rapidement sur des postes 2-3 et ça va passer. Il a plus ça. Pour le coup, c'est vraiment un défenseur de drop. Ou alors, en fait, on l'utilise dans un rôle qu'il n'est pas capable d'avoir. Mais aujourd'hui, le fait est qu'il est utilisé dans un rôle où il n'est pas forcément efficace, quoi. À ton avis, en carrière, combien de fois est-ce qu'il a joué plus de 30 minutes par match en carrière? Combien de saisons? Allez, je pense que dans son prime à Houston, il a dû en avoir une ou deux, mais pas plus que ça. C'est ça, c'est exactement ça. Il a fait une fois 33 minutes en 2019, une fois quasiment 33 en 2020, 30 en 2021, mais sinon il est tout le temps en dessous de la demi-heure de jeu, ce qui, je pense qu'il a plutôt l'image d'un pivot titulaire de bon niveau, etc. Et pourtant, tu vois, il a toujours des temps de jeu autour des 27, 25. Là, il est encore à 25 minutes de jeu par match à peine, ce qui, pour un joueur de son statut, est quand même très faible, quoi, 25. Et je dis ça aussi parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien Onyeka Okongwu, mais je trouve qu'en attaque, il est très intéressant, mais il y a aussi lui-même des faiblesses un peu défensives, quoi, Okongwu. Oui, je pense que c'est aussi pour ça que Capella joue aussi peu. Parce qu'en fait, les deux ont je pense qu'ils sont à un niveau à peu près équivalent. Du coup, bah, tu fais, tu donnes 27 minutes à Okongwu, tu donnes 27 minutes à, enfin voilà, tu divises un peu. Et juste dernier truc sur ce match, un peu, voilà, cette orgie offensive, ça m'a fait marrer. Au bout d'un moment, Indiana a 20 points d'avance, ou Atlanta a 20 points d'avance. Mais sauf que, en fait, être à moins 20 dans ce contexte où le score final c'est 153 à 159, bah être à moins 20, c'est pas grand chose. C'est l'équivalent pour un match de basket normal d'être à moins 9. Et donc, c'était un petit peu ça, ils sont revenus d'être à moins 20. Ouais, mais en fait, au final, moins 20, c'est pas grand chose sur un match aussi où il y a autant de scoring. Voilà, c'était. Et du coup, pas un beau match de basket. Je conseillerais pas le. Alors, c'est une expérience, si vous voulez regarder, vraiment regarder pour comprendre pourquoi il y a eu autant de points sur 48 minutes. Mais c'est pas un beau match de basket. Hein. Haliburton et Trae Young, ils se sont bien gavés sur ce match. Est-ce que, si je te dis le nom Jack Taylor, ça te dit quelque chose ou pas? Non, ça me dit rien. Et peut-être les plus vieux s'en souviennent, c'était en 2012, novembre 2012, un truc comme ça, je crois, un lycéen qui avait mis 138 points. Tu t'en souviens peut-être pas. Ah oui. Un mec qui avait fait un buzz phénoménal au début des réseaux sociaux, où c'était pas la même chose. Oui, je vois.
Et Carmelo Anthony avait tweeté, LeBron James, Kevin Durant, tout le monde. Enfin, moi, c'était vraiment la star de l'époque. Et en plus, c'était l'équipe, ça me fait penser à ça, c'était l'équipe de high school qui jouait, mais qui défendait à 4, je crois. Il défendait à 4 et lui, il restait devant. Il redescendait jamais en dessous de la ligne médiane. C'est comme ça qu'il faisait des gros cartons au scoring. Ça me fait un peu penser à ça, ce que tu as dit. Bah, c'était le 10e anniversaire. Non, ouais, c'est ça, c'était le 10e anniversaire lundi, le 20 novembre. C'est pour ça, je l'ai revu passer sur ma timeline là. Oui, voilà, le 11e, ouais. Parce que sa ligne de stat finale, 138 points, 27 sur 71 à 3 points et 52 sur 108 au tir. Voilà. Mais parce qu'en fait, il restait toujours en transition. Il y a que 4 joueurs qui défendaient et lui, il restait en contre-attaque. Enfin, c'est pas une contre-attaque, il restait en attaque, du coup. Il y a Herman Kunter, tu sais, qui a coaché à Cholet. Je sais pas si tu... Non. Herman Kunter, du coup, un Turc qui a coaché à Cholet pendant une dizaine d'années, enfin, qui a coaché en France, qui a marqué dans un match de championnat turc en 88 153 points. Voilà, ça m'a fait penser à ça, même parce que c'est une statline aussi. C'était un mec qui était un excellent tireur à 3 points avant en 88, tu vois, donc c'était pas encore la norme. Mais voilà, 153 points pour Herman Kunter, ça m'a fait penser à ça, de parler de 138 points. Bref, donc expérience assez particulière, Atlanta, Indiana, en effet. Et je crois que d'ailleurs, 2 jours après, ils ont remis 140 points, non, les Hawks, si je dis pas de bêtises. 147 points, les Hawks, mais du coup, il y a eu 1 ou 2 prolongations. Donc, oui, voilà. Donc ils ont un peu triché. Ouais, il s'est un peu triché. Contre les Pacers, ils sont à 140 d'offensive rating, donc beaucoup. Et au final, contre la deuxième équipe là, contre qui ils ont mis 147 points, ils sont à 126. Tu vois, donc 126, on est en fait... voilà, c'est la moyenne haute, mais ça se fait, c'est juste qu'il y a eu des prolongations. Ouais. Donc, un peu particulier comme match, mais j'ai l'impression qu'on en a un par an comme ça. Hein. Je crois qu'on en avait un aussi l'an dernier, si je dis pas de bêtises. C'est pas un Sacramento Clippers, un truc comme ça, qui avait été un énorme score aussi. Ça commence à popper de temps en temps, ce qui me semble assez logique. Hein. Des épiphénomènes qui se multiplient vu que on va dans cette direction. Dernier match que je voulais aborder un peu par rapport aux Sixers, moi. Alors, il y a un match contre Atlanta qui était très intéressant parce que justement Atlanta avait une tactique d'envoyer un défenseur toujours depuis le côté soit faible, soit fort, mais pour aider. Et du coup, il y avait un jeu assez intéressant avec Jaden Springer ou des joueurs comme ça qui jouent un peu le rôle de connecteur. Mais non, surtout le match dont je voulais parler des Sixers, c'était Philadelphie contre Cleveland. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-là, mais qui était un match assez fascinant pour le coup, parce que en fait, Cleveland a passé tout le match à cibler Joel Embiid. Voilà, c'était clairement la stratégie, c'est on va cibler Joel Embiid sur pick and roll encore et encore et encore et encore et encore et tout le match et même en prolongation. C'était en fait l'histoire stratégique et tactique de ce match, c'est ça, c'est l'attaque de Cleveland qui veut attaquer Embiid sur pick and roll, pas parce que c'est forcément un mauvais défenseur, mais parce que le fait de l'attaquer directement, ça permet aussi en termes de schéma de libérer certains espaces, notamment tu vois par exemple quand Embiid faisait du drop, du coup ça libérait un espace devant lui pour Darius Garland de pouvoir un peu dégainer à mi-distance, ou alors du coup quand Embiid s'ajustait, ça libérait un espace dans son dos pour Jarrett Allen qui pouvait plonger au panier dans son dos, ou alors quand il y avait une aide qui venait, du coup ça libérait ensuite l'extra passe vers Evan Mobley ou alors vers Jarrett Allen, enfin bref, ça libérait pas mal de choses et tout le match a été passé à attaquer, en tout cas à essayer d'impliquer le plus possible Joel Embiid sur pick and roll, et ils l'ont fait encore et encore, au point même qu'au bout d'un moment, Philadelphie essayait de s'ajuster petit à petit, et ils ont tout essayé sur ce match. Ils ont tout essayé. Au début, ça faisait du drop. Ensuite, on l'a fait monter un peu plus haut sur les écrans, un peu en termes de edge. Donc, c'est-à-dire pas non plus mettre la pression sur le ballon, mais essayer de se tenir un peu plus haut pour contenir le ballon. Ça n'a pas marché non plus parce que ça libérait des espaces dans le dos encore plus. Il y a même des séquences hyper agressives de hard edge. Donc, carrément, cette fois, on le fait monter très très haut pour gêner le porteur de balle et pour faire carrément une prise à 2. Et puis, il y a même un moment dans le troisième quart-temps, Nick Nurse, il a dit « Ok, ça va être ça notre ajustement, on va faire n'importe quoi. » Il a enchaîné, on a eu une séquence de 5 ou 6 possessions où, à chaque fois, les match-ups défensifs étaient totalement différents. Il y a une possession où Joel Embiid était sur, je sais plus, sur Evan Mobley, et donc plus sur Jarrett Allen qui venait poser l'écran.
Ensuite, la position d'après, c'était une zone, donc complètement différent. Ensuite, la position d'après, c'était non pas sur Evan Mobley, mais sur Jarrett Allen. Ensuite, la position d'après, on le met sur George Niang. Enfin, complètement n'importe quoi. Un enchaînement de... Vraiment, la tactique de Nick Nurse, c'était, OK, on n'arrive pas. Chaque possession, on va alterner, on va faire n'importe quoi. On va partir dans tous les sens pour perturber. Parfois, on va faire tel match-up, parfois, on va faire une zone, parfois... Enfin, voilà. Ça n'a pas trop marché. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir aussi à quel point Cleveland est arrivé petit à petit à faire mal à cette défense et à essayer de pas... Enfin, en essayant d'impliquer le plus possible Embiid sur pick and roll, le but, c'est aussi de ne pas l'avoir en tant que roamer, justement. Ce fameux rôle un peu du libéraux, ce fameux rôle du safety défensif qui n'a pas de responsabilité et qui, du coup, peut librement venir aider au panier. Clairement, le but de Cleveland, c'était de l'impliquer sur l'action, sur pick and roll, le plus possible. Ils y sont arrivés et du coup, ça a bien neutralisé son impact un peu plus libre. Parce qu'en effet, il y avait aussi des actions où, quand Embiid n'était pas impliqué sur l'action, bah ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil quand il peut venir depuis le côté faible, depuis le côté fort, quand il est pas directement impliqué sur le pick and roll, on voyait que, bah oui, c'est pour ça que Cleveland essaie de l'impliquer. C'est parce que quand il est un peu libre, il fait beaucoup de dégâts en termes de défense au panier. Donc voilà, le match assez intéressant, assez passionnant si on le regarde de par ce prisme de qui est-ce qu'on attaque et comment est-ce qu'on fait pour soit impliquer Embiid si on est Cleveland, ou alors si on est Philadelphie et Nick Nurse, comment on fait pour ne pas pour faire en sorte que Embiid ne soit pas impliqué sur le pick and roll. C'était assez marrant, mais surtout cette séquence troisième carton, je crois, troisième ou quatrième, mais où Nick Nurse a dit allez, on va enchaîner 10 possessions, on va alterner à chaque fois, on va faire n'importe quoi. C'était assez marrant. Mais donc on peut avancer, voilà pour les affiches de la semaine, on peut avancer donc sur notre partie focus, et je crois que cette semaine on n'a pas une stat, on n'a pas un scouting en particulier, on a plutôt un thème libre. Tu voulais nous parler, FD, tu voulais faire une All NBA Rookie, mais d'un point de vue défensif. Ouais, je voulais, comme sur le premier hebdo, j'avais un peu annoncé que moi j'aimais bien regarder les jeunes joueurs en début de saison, et puis en fait, en regardant un petit peu, je me suis dit, mais en fait, on a énormément de rookies cette année qui, défensivement, affichent un niveau vraiment super intéressant. Alors, évidemment, sans donner trop d'indices sur mon 5, forcément, il y a les deux ovnis, Victor et Chet, mais t'en as d'autres aussi. Donc voilà, je voulais peut-être qu'on en parle un peu, sans rentrer forcément trop dans le détail des profils, mais juste leur donner un peu de lumière et puis les mentionner et voir pourquoi ils sont bons et qu'est-ce qui fonctionne bien. Alors déjà, la raquette, c'est Chet Holmgren et Victor Wembanyama, c'est ça ? C'est ça. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Voilà. Mais par contre, ouais, je sais pas si tu as souvenir d'avoir autant de rookies en même temps qui sont sur le terrain pour leur défense, en fait. Il y a cette idée que quand t'es un rookie, souvent t'as un impact négatif, et que si tu veux avoir un impact neutre, voire positif, ça passe souvent par la défense, en fait. Et je trouve que cette année, il y en a, moi j'en ai noté 6 ou 7, qui vraiment cette année ont un impact défensivement. Alors on va peut-être pas chercher des All-NBA Defensive Team, là pour le coup, toute la NBA et pas que des rookies, mais pas forcément tout de suite, mais il y a énormément de mecs qui aujourd'hui sont prêts défensivement dès leur premier mois en NBA, et c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. Je crois que de tête, la QV 2018 avait été pas mal, avec Jaren Jackson qui était très très bon dès le début, avec Mikal Bridges, avec Javon Carter aussi, je crois, qui fait partie de cette QV-là. Javon Carter qui avait été de suite très bon à Memphis. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 2 mecs comme ça. Mais tu vois, je m'en souviens parce que c'était pas commun qu'on ait ne serait-ce que 2 ou 3 noms qui d'entrée sont bons défensivement. Tu vois, DeAndre Ayton par exemple n'était pas au niveau défensivement où il a été plus tard, etc. Wendell Carter Jr. non plus. C'est vrai qu'en général les rookies ça met du temps, donc. Mikal Bridges qui a bien commencé défensivement tout de suite. Oui, c'est ça, ouais.
Et donc alors, QV 2023, vas-y, je t'en prie. Bref, passons au 2023. Moi, je m'étais noté, forcément à OKC 5e défense, 5e meilleure défense pour l'instant de la ligue. Je m'étais noté Cason Wallace. Oui. Tu sais, l'ancien de Kentucky. Qui rentre tellement bien en fait dans le profil défensif d'OKC. Il est à côté de Jalen Williams, qui est un bon défenseur aussi, à côté de Lugensdort. Et derrière, t'as de nouveau ce profil super dur sur le point d'attaque, une mobilité latérale qui est vraiment intéressante, capable de défendre sur les deux postes extérieurs et sur du switch d'embêter un petit peu les postes 3 qui essaieraient de punir le mismatch parce qu'il est dur défensivement. Non, Cason Wallace, c'est pas comme ça qu'il a été utilisé à Kentucky. À Kentucky, on a essayé de le faire passer pour un scoreur. John Calipari, il aime bien mal utiliser ses postes extérieurs. Oui. Mais non, Cason Wallace sur ce début de saison, c'est une très très bonne surprise, je pense. Cason Wallace qui est un peu une sorte de Bruce Brown, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'on en avait parlé il y a 2 ou 3 semaines, je crois, en tant que mec qui joue dans le dunker spot en attaque, qui pose des écrans, qui peut voilà, et qui défensivement, comme Bruce Brown, en attaque c'est un intérieur entre guillemets, et en défense tu nous dis c'est défense au point d'attaque très dur, etc. quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Plutôt sur les postes 2 vraiment de base, mais il peut glisser poste 1 voire poste 3. Ouais. Et j'aime beaucoup. On enchaîne là pour le deuxième spot d'extérieur. J'ai 2 candidats, mais allez, un petit peu de patriotisme. Il y a Bilal Koulibaly qui, dans le marasme de Washington, est quand même défensivement déjà très bon en fait. On l'avait vu, pour ceux qui l'ont regardé à Boulogne-le-Valois l'année dernière, on a vu qu'il était capable défensivement, ça y a pas de souci. Mais tu vois, il est dans un rôle défensif où pareil, poste 1-2. Il a souvent l'assignment, toujours pas d'anglicisme. Il a souvent le match-up c'est toujours un anglicisme, match-up. Il a toujours l'assignement. Non, c'est pas beau, assignement. Je crois que ça se dit pas non plus assignement, mais il doit défendre sur un tel, il a le match-up, on peut dire. Voilà. Il est toujours assigné sur... Non, c'est toujours pas beau. Il doit défendre sur le meilleur extérieur. On lui attribue le meilleur extérieur, voilà. Voilà, merci. C'est l'attribution, voilà. On lui attribue souvent le meilleur extérieur. Et c'est vraiment pas mal. Il y a très peu d'erreurs dans ce qu'il fait. Il n'a pas forcément ce profil de playmaker défensif. Il fait pas énormément d'interceptions, mais par contre, il a ce côté où sur le point d'attaque, il est assez mobile pour rester devant l'attaquant et le gêner parce qu'il est long. Et surtout, et c'est ça qui m'a impressionné, comme les Wizards défendent très mal, il y a plein de trous à boucher derrière. Et très souvent, il arrive à avoir une protection de cercle secondaire ou à venir défendre au nail, en tête de raquette, ouais. Voilà, venir tête de raquette, déranger les angles de pénétration. C'est vraiment très intéressant ce que fait Bilal Koulibaly défensivement. Ouais. Et puis il y a quelques highlights qui sont vraiment belles. Donc voilà, Koulibaly, offensivement, ça va demander du temps pour se polir, mais c'est normal. Mais défensivement, il est déjà à un niveau très très intéressant. Le troisième, est-ce qu'on a besoin vraiment d'argumenter sur les 3 qui nous restent derrière? Normalement, là, c'est bon, c'est assez clair. Je pense que tout le monde l'a chez soi. Ozar Thompson, un espèce de super Uber. Tu sais, à un moment, on disait beaucoup Uber athlète. Oui. Là, on y est, tu vois. C'est pas un super athlète, c'est un Uber athlète. Avec une bonne compréhension du jeu. Enfin, voilà, il y a l'aspect rebond défensif. On a tendance à nuancer quand c'est des intérieurs, tu vois, le fait qu'André Drummond prenne avec 16 rebonds par match à son prime, bah oui, ça a de la valeur, mais pas tant que ça. Quand c'est un extérieur qui vient prendre des rebonds, contesté, là, il y a un petit peu plus de valeur quand même. Donc voilà, il y a Ozar Thompson, et puis après Victor et Chet dans des rôles où, tu vois, on parlait du drop de Victor avant, Chet pour le coup est vraiment en avance, pour moi. Où il est mieux utilisé en tant que roamer, loin du ballon, en tant que disrupteur, mais par contre, si tu lui demandes de défendre un pick and roll en tant que drop, en tant qu'encre défensive, il est un petit peu en avance parce que son corps est un peu en avance aussi. Donc voilà, Chet, Victor, et puis mes deux mentions honorables, Anthony Black du Magic, un peu dans le même rôle que Bilal Koulibaly, mais pour le coup,
qui manque encore un petit peu de dureté, donc qui peut se faire un petit peu déplacer de ses spots. Mais par contre très mobile et puis assez long aussi. Et mention honorable un petit peu plus alambiquée, je vous l'accorderai, mais voilà, Derek Lively, je pense qu'il y a un potentiel. Il y est pas encore totalement, mais je pense qu'il y a un potentiel pour avoir une rim protection, enfin une protection de cercle vraiment intéressante. Pour l'instant, il lui manque encore un petit peu de positionnement et de rigueur et d'être un peu moins naïf. Mais c'est vraiment, il y a un potentiel pour moi pour Derek Lively. Oui. Alors que on a aussi, qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, Anthony Black, et effectivement, tu l'as noté. Celui des Warriors aussi. Tracy Jackson Davis, qui est plutôt pas mal aussi, hein, défensivement, je trouve, qui est assez viable. Et qu'est-ce qu'il en est de Brandon Miller, du coup? Alors, bonne question. C'est vrai que quand je regarde Brandon Miller, je regarde beaucoup pour l'attaque. Tu me poses un peu une colle. D'accord. C'est possible qu'il soit excellent défensivement et que j'ai pas trop regardé, mais vraiment, il n'y a pas eu d'action où je me suis dit, waouh, Brandon Miller défensivement, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il soit ciblé non plus. Et après, dans cette classe de draft, on attend aussi notamment du Amen Thompson, hein, si je dis pas de bêtises, qui pour l'instant joue pas trop à Houston, parce qu'il y a déjà pas mal de monde à Houston, mais lui aussi, normalement, il est projeté pour être un très bon défenseur aussi, non? Oui, alors, le frère a toujours. Enfin, on a. Celui de Houston, ça a toujours été un peu le scoreur, et l'autre, ça a toujours été le playmaker et playmaker offensif et défensif. Mais il y a les qualités athlétiques, donc peut-être on verra quand il jouera un petit peu plus, mais voilà, il y a quand même, ouais, comme tu disais, là, une petite dizaine de profils défensifs assez intéressants. Jarras Walker aussi, non? Côté Pacers, qui, on l'espère, devrait donner un truc assez intéressant défensivement aussi. On espère, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Ce sera mieux qu'Obi Toppin défensivement. Ouais, après, est-ce que vraiment les Pacers veulent défendre ou pas? Ou est-ce qu'ils veulent juste jouer de la contre-attaque? Bah tiens, transition parfaite, puisque je crois qu'on a une question là-dessus justement. Donc les questions des auditeurs, vous le savez, vous pouvez poser vos questions à peu près partout, hein, sur le Discord, sur Twitter, en commentaire YouTube, n'importe où. Carte postale aussi, si vous voulez. Les questions des auditeurs, c'est là pour vous. Nous avons une première question de Basque Éthique qui nous pose la question, FD, qui nous dit: qu'est-ce qui fait que Tobias Harris est si efficace cette année? Est-ce que c'est un changement d'utilisation ou de rôle? On est d'accord que ça n'a aucun rapport avec Indiana, en fait. Je m'attendais à une question en rapport avec Indiana. Non, parce qu'il y en a une plus tard, je sais que... Mais alors, Tobias Harris, j'ai pas l'impression qu'il se soit réinventé en tant que joueur. J'ai pas l'impression que son rôle ait changé non plus. Par contre, quand tu regardes son régime de tir, il prend plus de tirs auprès du cercle. Ouais. Et pour l'instant, il les convertit à une très bonne efficacité, 66% de réussite au cercle, je crois. C'est le pouvoir des maths, hein. Ouais, c'est ça. C'est le pouvoir des maths. Le fait que, même si... Je crois qu'on en avait parlé, je sais plus avec qui, je crois que c'est Lou Dort à OKC, qui était un des pires drivers de NBA, mais en même temps, même si avec 55% de réussite sur les drives, c'est très mauvais pour les drives, il vaut mieux un drive à 55% de réussite qu'un pull-up à 32, quoi, ou 35. Et donc c'est le pouvoir des mathématiques, quoi. Et je pense qu'avec Tobias Harris, en plus, il y a le fait que dans cette attaque de Nick Nurse, la fameuse avec la dribble drive, quoi, les weaves, les mecs qui se font des passes de main à main dans le périmètre comme ça, bah oui, ça le met peut-être un peu plus en mouvement, ça l'aide aussi peut-être à aller plus au panier plutôt que s'arrêter à même distance pour des trucs un peu statiques, des isolations un peu statiques. Donc je pense que ça joue là-dedans. Autre question auditeur qui date de la semaine dernière d'ailleurs. C'était une question ou plutôt une remarque de la part de Camille, que vous connaissez, Lost in Translation, c'est le film. Camille qui nous dit: en vrai, j'avais pensé à un truc pour le début de saison, c'est d'essayer de sortir des tendances sur des joueurs spécifiques. C'est-à-dire notamment pour mettre en lumière des trucs à suivre et des tendances qui s'éloignent de l'habitude chez un joueur. Est-ce que, alors on n'a pas trop cherché, mais toi de tête, est-ce qu'il y a des joueurs comme ça sur ce début de saison, tu dis: ah, ça, il fait pas ça comme d'habitude, il fait pas comme avant, ça pourrait être un truc à surveiller? Alors du côté des Knicks, il y a la réussite à 3 points de Jalen Brunson.
par Oui. exemple, où on est sur un coup de chaud, ou bien est-ce qu'on a vraiment une différence? Il y a ça. Le pull-up à 3 points qu'il avait, mais même en catch and shoot, c'est beaucoup mieux. On avait un peu parlé du volume de Damian Lillard qui était en Oui. baisse et qui est en train de remonter. Tyrese Maxey, forcément. Est-ce que ça va continuer ce taux d'usage et ce taux de réussite? Est-ce que ça va continuer pour Tyrese Maxey? Et sinon, est-ce que Pat Connaughton va continuer à faire des no-deep three pointers là, tu sais, où t'as pas besoin de Ouais. redescendre la balle et du coup est-ce que Pat Connaughton a vraiment ça dans son art? Non, vas-y, qu'est-ce que t'as toi? Non, moi j'en avais un qui était, on en avait un peu parlé, je crois, la semaine dernière, mais le pull-up à 3 points de De'Aaron Fox. Est-ce que c'est pour de vrai ou pas? Oui. Son volume a explosé et même on en a parlé. Oui, je crois qu'on en a parlé du coup. Je m'en souviens maintenant, mais il prend beaucoup plus de pull-up, voire même avec des systèmes un peu dessinés où on sait que le défenseur va passer dessous, ou alors on l'installe pour des 3 points un peu en sortie de dribble. Donc c'est un peu le truc à surveiller moi de mon côté. Ce fameux pull-up d'Aaron Fox qui pourrait changer pas mal de choses en fait. Question de Dismael qui nous dit idée de rubrique pour l'hebdo, la recommandation de la semaine, c'est-à-dire un article, une vidéo ou un podcast qui vous a marqué et que vous avez partagé. Et en plus, si vous n'avez rien préparé, c'est facile, il suffit de prendre un truc au pif sur le Twitter de Antoine, Antoine Tartrou. Est-ce que FD, toi, t'as vu une vidéo ou est-ce que t'as fait une lecture cette semaine où tu t'es dit, ah oui, c'était cool? Alors il y a le podcast de... Ouais, putain, on va quand même pas recommander Ben Taylor. Bah si. Si, il y a le podcast de... Si, bah si. Il y a le podcast de Ben Taylor avec, sur les rookies avec, je pense, derrière Ben Taylor, mon deuxième créateur de contenu préféré sur le basket. C'est Jake Heilman Oui. du Ringer qui bosse beaucoup sur les jeunes joueurs, un petit peu de scouting, et que je trouve absolument anciennement de Dime Drop sur YouTube, que je trouve formidable. Donc voilà, le dernier podcast de Ben Taylor avec Jake Allman et Cody Udek sur les rookies. Et sinon, une lecture. Alors il faudrait que je retrouve l'article. C'était un article sur le fait que le temps de possession, enfin qui a la balle en main. Oui. La taille des joueurs qui ont la balle en main est en train de s'accroître et de grandir et atteint des niveaux non atteints encore. Il faudrait que je retrouve comment ça s'appelle, mais en gros c'est juste pour dire typiquement les porteurs de balle sont de plus en plus grands, ça c'est la première chose, et on laisse les intérieurs, on laisse les joueurs un petit peu plus grands avoir la balle plus longtemps. Typiquement, voilà, côté de Boston, quand il y a Peyton Pritchard sur le terrain et Jason Tatum, bah c'est Jason Tatum qui a la balle, c'est pas le plus petit. Là où il faudrait que je retrouve la référence, je vais essayer de trouver ça. Mais voilà, c'est cet article qui donne rien de révolutionnaire, mais qui met des chiffres sur une évolution constatée. Ouais. Je crois que niveau recommandation, justement, on a parlé de Osar Thompson. Ben Taylor a sorti une vidéo, si vous ne l'avez pas vue, où il détaille un peu cette défense de Osar Thompson. Et sinon, oui, tu as parlé de The Ringer, il y avait un article sur Haliburton. Avec Haliburton, tout est possible. Si je vous le traduis, un article de Rob Mahoney, si ça vous intéresse, sur Haliburton, sur The Ringer. Et sinon, on en avait parlé déjà il y a quelques temps dans l'hebdo, mais un article sur thescore.com, sur la fameuse tendance, l'expérimentation des Celtics qui, avec les match-ups, et notamment donc, le fameux roule idée en pivot, quand il avait été essayé sur Karl Anthony Towns ou sur Joel Embiid. On en avait parlé sur le podcast, mais il y a un article qui a été sorti là-dessus qui était assez intéressant, si ça vous dit. Je pense qu'on devrait en reparler de cet article de toute façon sur le Basket Lab d'ici peu. Donc voilà, effectivement, ça peut être intéressant comme rubrique, la recommandation de la semaine, si on en a, évidemment. Question de Quentin. Quentin, question pour l'hebdo. Est-ce que Jaime Jaquez Jr. est le meilleur rookie depuis LeBron James ? Je ne sais pas, je crois deviner qu'il est fan de Miami, hein, peut-être, hein, vous le devinez aussi. Mais non, plus sérieusement, est-ce que Duncan Robinson est un candidat crédible pour le MIP ? La saison dernière qui avait été tellement compliquée que oui. L'année dernière, Duncan Robinson, c'est 33% de réussite à 3 points. Bien loin de ses standards. Donc oui, si on prend la saison dernière comme point de référence, oui, il y est totalement dans la course au MIP. Maintenant, voilà, comme tu dis, on voit un petit peu plus de dribble, on voit un petit peu plus, il pose un peu plus la balle au sol. Donc ouais, il y a cette expansion de son jeu.
et l'explosion statistique par rapport à l'année dernière. Donc oui, il peut être dans cette course au MIP. Mais par contre, si tu prends les saisons précédentes, là, il y a 2-3 ans, comme point de référence, je sais pas si c'est assez pour le considérer réellement dans la course. Je pense que de toute façon, le MIP est donné à des joueurs plus sexy que ça, en vérité. Hein, ça va aller sur du Tyrese Maxey, ça va aller sur des joueurs comme ça, quoi. Et ouais, sur des jeunes surtout, c'est ça, il a 29 ans. C'est rare, je sais plus quel âge Boris Dio avait quand il l'avait reçu, mais c'est rare que ça arrive à des joueurs, entre guillemets, déjà aussi bien établis. Bah, disons que l'époque où Ryan Anderson l'avait, ou l'époque où Aaron Brooks l'avait, en étant un peu plus vieux, c'est un peu... Cette époque est révolue. Maintenant, le MIP, c'est un peu le trophée de qui est le meilleur 3e année de NBA, grosso modo. 3e ou 4e, c'est pour les jeunes. C'est le joueur qui, tout d'un coup, explose à un volume, à des responsabilités plus importantes. Ouais. Et souvent, c'est quel joueur a le delta le plus important entre les points, la saison à N-1 et la saison N. Ouais. Et c'est bon, ça donne ça. Le MIP, c'est un peu dommage. Question de Grégoire. Avec ce Lamelo Ball en feu, que peuvent viser les Hornets cette saison ? Je pense qu'ils peuvent viser une superbe 11e place de mon côté. Est-ce que toi, t'y crois un peu plus ou pas ? Non. Ils peuvent viser un pic de draft pas assez haut pour faire quelque chose, pour révolutionner la franchise, mais pas plus que ça. Et puis question de Grégoire aussi qui nous dit le line-up avec le meilleur net rating des Suns n'a aucun gros défenseur. Comment expliquer ça ? On explique que c'est des échantillons assez ridicules pour l'instant, donc non seulement les équipes c'est encore trop tôt, mais alors le line-up, moi le line-up on y touche qu'en fin de saison, ça pour le coup, c'est tellement petit comme échantillon que ça peut aller dans tous les sens. Question de Assez parler de moi qui nous dit question pour l'hebdo, je sais pas si ça vous intéresse, mais une petite question sur les points de chute réalistes pour Malcolm Brogdon cette saison. FD, où est-ce qu'on peut l'imaginer, notre ami Malcolm Brogdon ? Notre ami au régime de tir de superstar. Exactement. Dans l'hypothèse où, tu vois, tout de suite j'ai pensé aux Suns. Ouais. Après, est-ce que c'est réaliste en termes de contrat ? Je sais pas. Je pense pas. Non. Tu vois, je me dis, est-ce qu'une équipe qui a besoin, qui aurait un peu besoin de création offensive sur les postes extérieurs, est-ce que Minnesota, ça peut être sympa ? Je pense pas qu'il serait totalement une tare défensive au point de mettre le système en péril, et que ça offrirait une alternative quand même à la création de Conley, à la création d'Edwards qui serait intéressante. Le problème de Minnesota, c'est qu'il faut tout faire péter en fait, parce que pour faire entrer les 18 ou les 20 millions de Brogdon, il faut casser le contrat de Towns. Donc c'est la complication. Non, moi j'avais pensé surtout aux Sixers, qui m'ont l'air d'être un candidat tout désigné, les Sixers. Pour ajouter un peu de création offensive et de porteur de balle. Sinon après, je sais pas à quel point Toronto va vouloir être compétitif cette saison. C'est vrai, c'était mon deuxième choix. Ouais, Toronto, c'est pas mal. Toronto, c'est pas mal, mais est-ce que vraiment ils veulent ? C'est toujours ça un peu la question avec eux. Oui, ça je sais pas. Ça je sais pas. Je pense qu'ils sont plus proches de tout bazarder et d'envoyer Siakam que de récupérer quelqu'un pour vraiment jouer quelque chose. Est-ce que les Knicks vont le faire peut-être aussi ? Je sais pas. Soit contre Evan Fournier, soit contre RJ Barrett, carrément. Est-ce qu'on y croit ou pas à ça ? Ou alors on garde les assets pour faire Zach LaVine, peut-être. Je ne sais pas. T'appelles à emballer. Non, pas emballé. Après, bon, Brogdon. Non, parce que je me dis, t'as Brunson, t'as Quickley. Quoique, non, ça pourrait être bien. C'est juste que du coup, en fait, t'es obligé d'envoyer soit Grimes, soit DiVincenzo, soit Quickley, parce que sinon t'as un embouteillage sur les postes 1-2 là qui commence à être assez compliqué. Maintenant que DiVincenzo s'installe vraiment, que Grimes joue un petit peu moins, je me dis tu rajoutes quelqu'un dans la rotation, ça va te forcer à faire des choix et je suis pas sûr qu'on soit prêt à les faire. Après il y a toujours les Lakers. Est-ce que d'ici février ils vont pas abandonner le projet d'Angelo Russell pour avoir Brogdon ou alors Zach LaVine ? Est-ce que je sais pas, tu vois, je pense qu'ils ont re-signé d'Angelo Russell en se disant on le garde, on conserve la valeur, mais peut-être qu'on les changera à terme, quoi. Mais ouais, je sais pas. Lakers toujours à surveiller d'un œil, évidemment. Autre question de Grégoire, encore une fois. Grégoire qui nous dit alors que les Pacers sont estampillés équipe sans système et qui ne jouent qu'en transition, que nous disent les stats à propos de leur attaque placée sur demi-terrain ? Alors Grégoire veut absolument qu'on parle de stats alors qu'on n'aime pas trop parler de stats. Pour l'instant, c'est un peu tôt.
Mais effectivement, c'est un peu le truc notable, c'est que pour l'instant, ils sont première efficacité de toute la NBA en termes d'attaque sur demi-terrain. Donc, effectivement, ce n'est pas qu'une attaque de transition. il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites sur demi-terrain très sympathiques avec Rick Carlisle, avec Haliburton. Après, c'est toujours la même chose. Je pense qu'ils sont aussi à ce point forts sur attaque offensivement en général, mais y compris sur demi-terrain, aussi parce qu'ils mettent beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain et que les fameux vases communicants, ils le payent aussi en défense derrière, quoi. Premier offensive rating, 30e defensive rating. Voilà. Je sais plus quand c'est. Enfin, voilà. Premier dernier, ça fait longtemps quand même que j'ai pas vu. Après, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Ils sont à 2,3 de net rating. Ils sont 13e. Pour l'instant, c'est un choix payant. Premier et dernier, maintenant que tu dis ça, ça me fait penser, je crois que c'est les Blazers de 2021 qui, la même année, avaient battu le record all-time offensif et all-time défensif. Enfin, là, il y avait plusieurs cette année-là qui avaient battu le record all-time offensif brut. Mais je crois que les Blazers étaient à la fois premiers en attaque et derniers en défense. Ils étaient deuxième et 29e en 2020-2021. Sur quoi? Sur Clean the Glass ou sur Basketball Reference? Non, je suis normie. Je suis sur la version gratuite de NBA.com/stats. Voilà. Mais je crois que sur Clean the Glass, c'est encore pire. C'est possible. Question de Dime Zhao qui nous dit qu'est-ce que Chris Paul a bien pu faire à Foster? Il y a Rob Perez, oui. Qui a fait la retranscription de la conversation, qui a lu sur les lèvres, un peu comme John Boyd, pour ceux qui connaissent, qui a fait la retranscription, et puis bon, c'est du classique, Scott Foster qui essaye d'expliquer sa décision, Chris Paul qui accepte pas, et du coup ça énerve Foster qui lui dit mais avec toi c'est tout le temps pareil, on peut pas discuter. Et du coup, Chris Paul qui se braque, première faute technique, et puis deuxième faute technique, et puis ensuite des petits mots d'oiseau qui sont échangés. Mais je pense qu'on est juste sur un conflit interpersonnel entre les deux. Oui. Et un truc... je comprends pas pourquoi la Ligue continue à désigner Scott Foster sur des matchs de Chris Paul. Mais bon. Oui, et en même temps, tu te dis pourquoi est-ce que la NBA fait encore arbitrer Scott Foster des matchs de Chris Paul? Mais de l'autre côté, tu peux te dire aussi, en même temps, c'est pas censé marcher comme ça, quoi. Sinon, c'est un peu trop facile. Tu dis, nous, on a un problème avec cet arbitre, et du coup, limite, à la fin, t'en finis à choisir ton arbitre, quoi. C'est un peu la porte ouverte à tout, quoi. Mais bon, bref, un peu bizarre. Ouais, non, mais sinon, question un peu plus sérieuse de Dime Zhao qui nous dit, point tactico-technique, que pensez-vous de la stratégie des Warriors de perdre un joueur majeur sur expulsion par semaine? Question beaucoup plus sérieuse de la part de Dime Zhao. On voit jamais Chris Paul et Draymond Green ensemble sur le terrain. Et peut-être que c'est voulu parce qu'ils ont à peu près le même rôle en attaque, on en avait discuté en début d'année. T'as raison, ouais. Il y a redondance de profil, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Au lieu d'en trader un ou d'en bencher un, tu fais en sorte qu'il soit suspendu. Tu vois, c'est le N5, c'est le stagger de la suspension. Au lieu de les mettre sur le banc à des moments différents, tu les mets en civil sur le banc à des moments différents. Et puis question de Stéphanoglou sur Twitter qui rebondit sur une question de Hazard et qui nous dit il faut en faire un sujet pour l'hebdo du Basket Lab. Est-ce que tu préfères pour construire Paolo Banchero ou Cade Cunningham, ou est-ce que tu préfères ne pas répondre à cette question, FD? En privé, j'avais dit que je préférais ne pas répondre. Mais Cade Cunningham, je pense. Rien que pour le profil initiateur de jeu extérieur, c'est, je pense, plus facile à moduler ton effectif après, plutôt que construire autour de Paolo Banchero qui a un profil un petit peu plus atypique. Sans parler des valeurs intrinsèques des joueurs qui sont très proches, je pense. Et donc maintenant que tu as dit ça, je te laisse 30 secondes pour cracher sur les Pistons pour rééquilibrer, vas-y. Non, on a parlé du frère Thompson, et puis c'est bon, ça suffit. Isaiah Stewart, on peut cracher sur 30 secondes, pendant 30 secondes sur Isaiah Stewart, si tu veux. Bref, donc voilà pour les questions auditeurs. N'hésitez pas, encore une fois, hein, c'est votre espace. Vous pouvez pas que des questions, vous pouvez aussi nous demander de faire un scouting sur tel ou tel joueur. Plein de propositions, plein de possibilités, bien évidemment. C'est vous qui faites un peu le programme. Avant de passer au quiz, le quiz évidemment pour terminer, nous avons évidemment les affiches de la semaine prochaine. On vous fait un peu votre agenda pour la semaine tout simplement.
Et donc, je peux te lancer. Tu peux nous détailler, hein, et ne fais pas comme Azad. Ne décale pas tout d'un jour comme on a fait avec Azad. FD, fais-nous un peu le programme pour la semaine qui arrive. Alors, le lundi soir, donc du coup, la nuit de lundi à mardi. Est-ce que on est bon? On est bon. Ok. Donc, Clippers Nuggets, pour voir les Clippers dans un vrai test. Et sinon, 76ers Lakers, toujours sympa. Ouais. Le lendemain, c'est du coup les quarts de finale, si je ne me trompe pas, du In-Season Tournament. Non, je crois que c'est le dernier match de poule du In-Season Tournament, si je dis pas de bêtises. Okay. Mais quand même, trois très belles affiches. Heat Bucks, un classique de la conférence Est. Rockets Mavs, pour voir si les Rockets tiennent vraiment le coup, et un duel de deux belles attaques. Et puis le classique Kings Warriors, qui devient une rivalité. Le mercredi soir, c'est le Hubito offensif des pivots, c'est Jokic Sengun. Le basket Labico. C'est ça, ouais. Les Rockets en back-to-back, donc on verra, mais bon, ça peut être sympa. Le jeudi soir, on a un Warriors Clippers et sinon un beau aussi Lakers OKC. Ouais. Le vendredi soir, un classique de la conférence Est, Boston 76ers, et un classique de la conférence Ouest, Denver Phoenix, en espérant que Bradley Beal ne sera pas de retour. Donc non, il y aura toujours ce prisme, le prisme des absences. Samedi, on reste en Californie, Golden State Clippers, ou bien Dallas OKC, ou bien Houston Lakers. On a peut-être un petit billet conférence Ouest quand même, hein, quand je vois les affiches qu'on prend. Et puis dimanche, pas de match dimanche soir. C'est ça. Alors on a mis rien dans notre fichier, c'est-à-dire rien ou rien d'intéressant? Non, il n'y a pas de match dimanche soir prochain. Donc attends, au niveau des dates, c'est le 3, je crois, 3 décembre déjà. Il n'y a pas de match dimanche soir prochain, en tout cas sur le League Pass pour l'instant, parce que je crois que c'est un jour de pause avant justement les quarts de finale qui vont commencer lundi soir. C'est ça. Lundi 4 décembre, il y aura les quarts de finale du tournoi. Oui, parce que c'est le fameux tournoi qui doit s'achever mi-décembre. Donc voilà, pour l'instant, je crois que dimanche, il y aura un match, un jour de repos. Ok, eh bien merci pour ce programme et pour les gros matchs de la semaine. D'ailleurs, je pense que, ouais, comme on avait dit, on devrait bientôt parler un peu plus sérieusement et un peu plus en détail des Rockets, parce que là, ils enchaînent un nombre d'affiches assez impressionnant. Ils ont fait Denver, ils ont fait Clippers, ils ont fait Lakers une ou deux fois. Là, ils vont refaire Denver, tu nous as dit mercredi soir, Houston contre Denver. Et ils refont Houston Lakers samedi soir. Donc ouais, il y a pas mal de gros adversaires à affronter. Donc pas mal de bon contenu à se mettre sous la dent. Ouais, c'est la semaine de la confirmation. C'est ça, tout à fait. Ok, eh bien, une fois que c'est fait, le programme... Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. C'était un plaisir de passer sur le Basket Lab. On peut passer au quiz. Donc, le petit quiz pour terminer. On rappelle que Azad est à 10 points, mais en 2 participations. Toi, tu étais à 3 points, mais en seulement 9 questions, d'ailleurs. Et que Baptiste était à 5 points, si je dis pas de bêtises. Et donc, voilà, petit quiz, on recommence. Allez, les questions, si tu es prêt ou pas, d'ailleurs, ça importe peu, de toute façon, vu ton niveau. Question d'actu. FD, qui a le plus gros steal percentage de NBA actuellement? Le frère Thompson de Détroit? Non. C'était une bonne tentative, mais non, c'était Jalen Suggs, qui est à 3,6% de steal percentage. Oh. Jalen Suggs, Orlando. D'ailleurs, j'espère qu'on va en parler aussi bientôt d'Orlando. FD, qui a le plus gros block percentage pour l'instant en NBA? Isaiah Jackson. Et non, c'est Brook Lopez. Brook Lopez qui a 8,6. Oh. J'ai vu avant sur j'utilise pas de clean de glace, mais j'utilise Dunks and Freeze, et j'ai vu Isaiah Jackson 100%, enfin centième pourcentile de block percentage. FD qui a inscrit 28 points contre Cleveland, contre les Cavaliers cette semaine. Mercredi. Mais si tu me demandes ça, c'est que c'est un peu insolite, parce que en soi, 28 points... J'ai le droit d'avoir l'équipe qui a joué? C'était Miami. C'est quand même pas notre ami Raquez Junior qui a mis 28 points. Et non, c'était Kyle Lowry, la légende. Oui, mais je l'ai vu passer, ça. Je l'ai vu passer, ouais, ça je l'ai vu, ouais. Ah, tu me déçois, là tu me déçois pour... 4e question.
Embiid est premier de NBA en termes de tentatives de tirs tentés par 100 possessions, avec 29,8 tirs tentés par 100 possessions. Mais FD, qui est deuxième? Il y a 3 semaines, je t'aurais dit Malcolm Brogdon, mais je sais que c'est plus lui. Non. Mais c'est tout aussi insolite. Malheureusement. Jordan Poole. Ah, presque. C'était juste à côté. C'était Kyle Kuzma, justement. Kyle Kuzma? Mais non. Oui. Oh là là là. C'était Kyle Kuzma, eh oui. Oh. Alors que c'est Jordan Poole qui se prend toute la mauvaise presse, mais non, c'est Kuzma, hein, le vrai croqueur. Nous, on le sait sur le Basket Lab. Et puis, dernière question peut-être un peu plus facile d'actu. Qui a fait un poster monumental sur Jaren Jackson Jr. cette semaine? Bah, c'est notre ami Jalen Green. Exactement, c'est Jalen Green, tout à fait. Donc ça te fait 1 point sur 5 sur les questions d'actu. Et donc, on passe à la deuxième partie, le Kick est ta fac. Le quiz que tu redoutes. Où est-ce que ce joueur est allé à la fac? Évidemment, un classique. FD, où est allé à la fac notre ami Jrue Holiday? Ça, il faudrait savoir, ça. Ah, c'est facile en plus. Bah oui, c'est facile, bah oui. Il est allé à Marquette. Non, il est allé à UCLA. UCLA, Jrue Holiday. Ouais, j'aurais pu avoir ça. FD, où est allé à la fac Aaron Holiday? Bah UCLA. Exactement. Tu n'es pas tombé dans le piège. Lui aussi est allé à UCLA. Où est allé à la fac Justin Holiday? Bon, il est allé à USC, South California. Non, il est allé à Washington. Mais au moins, tu n'es pas tombé dans le piège des frères Holiday à UCLA. C'est déjà ça. Tiens, c'est plus du tout un Holiday, hein, pardon. Où est allé Norman Powell à la fac? Il est allé à Norman Powell. Il est allé à Boston College. Eh bien non, Norman Powell est allé à UCLA. Ok. Vas-y, Zach LaVine ou non, Zach LaVine, c'est trop facile. Ou Kevin, mais non. Ou Kevin Love. Mais Norman Powell qui a joué avec Shabazz Mohamed et Kyle Anderson notamment dans cette fameuse équipe. Et avec d'ailleurs Larry Drew the second, le fils de Larry Drew le coach d'ailleurs. Le fils, dans cette équipe. D'accord. Ouais, okay. Je crois. Hein, je crois. Et puis dans quelle fac est allé Pascal Siakam? Il est allé. Ouf, j'ai un doute. Il est allé à UNLV. Non, mais effectivement, on était un peu dans ce thème-là. Il était allé à New Mexico State. New Mexico, je comprends, c'était mon deuxième. Je comprends que tu es confondu, en effet. C'était mon deuxième. J'avais UNLV ou New Mexico. Et alors, comme je t'avais fait que 9 questions plutôt que 10 la dernière fois, je te fais une 11e cette semaine. Où est allé à la fac, un peu plus récent? Bruce Brown. Indiana. Et non. C'était, il était allé à la fac Boston College. Non. Il était à Miami, Florida, pas Miami, Ohio. Il était à Miami, Florida. Donc ça te fait tout de même 2 points. Non, 2 points. Oui. Non, 1 point. 2 points en tout. Oui, 2 points en tout. 2 points en tout. Ouais. Tout à fait. Et donc on finit par le nouveau concept qu'on a fait la semaine dernière, le Zidane. Est-ce que tu es prêt pour le Zidane? C'est-à-dire pourquoi Zidane? Le joueur en 10 indices, je t'énumère au fur et à mesure. Tu dois trouver le plus tôt possible, avec le moins d'indices possible. Est-ce qu'on est prêt, FD, pour le Zidane? J'ai le droit à une proposition par indice, on est d'accord? Exactement. Ok. Donc, allez. On commence. 2011. 2011, LeBron James. Non. New York Knicks. Tyson Chandler. Isolation. J.R. Smith. Post-up. Carmelo Anthony. Je savais bien que tu tomberais dans le panneau, mais non. Goran Dragic. Derrick Rose. George Hill. 2011, Knicks, ISO, post-up, Dragic, George Hill. C'est horrible ce jeu. Oh là là, c'est dur parce que là je pense que des joueurs des Knicks, mais c'est un seul indice sur les 5 en fait. Exactement. 7e indice. Vas-y, facile. Clippers. Kawhi Leonard. Non. 8e indice, les Rockets.
Non, vas-y, continue. 9e indice, Kansas. Kansas, 2011. Rockets. Et le dernier indice. Ou alors tu veux tenter un nom avant le dernier indice? Non, oui, je vais tenter un truc. Kansas 2011, Rockets. Rockets, Knicks. Knicks, George Hill, c'est un peu lié. Knicks, George Hill. Non, je l'ai pas. Vas-y. Et le dernier, c'est Jumeaux. Oh, quel enfer. Ouais, il n'y a pas beaucoup des jumeaux en NBA quand même. Oui, mais tu sais, ça pourrait être des jumeaux, voilà. Et il aurait pu avoir un jumeau qui n'est pas en NBA. Alors, Jumeaux, Kansas, drafté par les Rockets, qui ensuite a joué avec Goran Dragic aux Suns, qui aime bien l'isolation, qui aime bien le post-up, qui ensuite a signé aux Knicks en faisant une George Hill, c'est-à-dire je prends un chèque pour me faire échanger, et ensuite qui est allé aux Clippers. C'est horrible, il y a beaucoup trop d'infos. Attends, FD, des jumeaux en NBA, il n'y en a pas des masses. Moi, le seul, là, je pense aux jumeaux Tig, tu vois, Jeff Tig, Marquis Tig. Qui sont des frères, pas des jumeaux. Ah oui, ils sont, ouais. Oh là là, des jumeaux. FD, attends, FD, focus. Des jumeaux à la draft 2011. Il y en a un qui était drafté aux Rockets et l'autre à Phoenix. Oh non, tu sais quoi, je bug, vas-y, dis-moi. Je suis désolé. En plus, le fameux George Hill, c'est parce qu'en fait, il a fait une George Hill d'aller signer très cher aux Knicks, mais il a passé 6 mois aux Knicks avant de se faire échanger. Attends. Quelqu'un qui je crois que c'est 2020 ou 2021, il a signé chez les Knicks, pour un gros chèque, mais juste pour le chèque. Et ensuite, il a été échangé aux Clippers. Oh putain! Un des deux Maurice. Mais alors, lequel a été drafté par Houston? Et lequel a signé dans ta franchise? Marcus. Bah oui, exactement. Marcus. C'est Marcus Morris. Waouh! Désolé à tous les auditeurs qui l'avaient à partir du premier choix, quoi, mais Marcus Morris, d'accord, ok, ouais. Il était un peu dur, peut-être celui-là, de Zidane. Non, mais c'est formateur, c'est bien. Tu as trouvé, après les 10 indices, donc 0 indice restant, du coup, pas de points, quoi, du coup. Malheureusement, pas de points sur cette question bonus du Zidane. Bref, donc ça te fait 2 points en plus. Ça te fait 2 points, donc tu passes à 5. Tu es donc à égalité avec Baptiste, qui a fait un quiz en moins. Mais c'est déjà pas mal. Allez, mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab, FD. Ouais, j'y réfléchirai plus la prochaine fois avant de dire oui, mais pas de souci. À bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et d'ailleurs, j'espère que le son et le montage étaient pas mal. En tout cas, pas catastrophique sur cet épisode. On a eu 2-3 problèmes, donc il a fallu utiliser heureusement le fichier backup. Mais bref. Je vais pas vous embêter avec ça, mais j'espère que ça allait et que vous m'avez pas trop entendu ma voix en fond parfois quand FD parlait ou quand on échangeait. Bref, normalement ça devrait être réglé. Mais heureusement qu'il y avait le fichier backup, sinon vous n'auriez pas pu entendre ce fabuleux quiz et le Zidane où FD a été magnifique. C'était épatant. Bref, et donc voilà pour l'hebdo. Le Discord, si ça vous dit, les commentaires Twitter, les commentaires YouTube, même les DM Twitter, si ça vous dit, de venir en parler, de venir poser des questions, de venir interagir, vous connaissez. Et donc, pour la prochaine fois, que va-t-on faire la prochaine fois? Eh bien, je dois dire que je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a la All Hipster Team qu'il faudrait qu'on fasse, mais je sais pas si j'aurai le temps de la faire, et sinon on aura bien un sujet sous la main. Sinon, on a le Crossover aussi sous la main. On a 2 épisodes, donc c'est aussi probable qu'on se retrouve pour parler de foot, notamment la prochaine fois, et surtout de stats dans le foot. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.